L'entrepreneuriat, c'est facile. C'est faux. Monter une boîte à impact, c'est plus difficile qu'une boîte classique. Très très faux. C'est un énorme risque de monter sa boîte. Non, c'est faux. Aujourd'hui, on reçoit Aymeric Grange. Il est cofondateur de 900 Care. C'est vrai. Au lancement de ton produit, Aymeric, personne ne comprend ce que tu fais. C'est malheureusement vrai. Tu as pris une industrie old school, vieillissante, celle du gel douche, et tu as décidé de réinventer complètement la chaîne de valeur. C'est vrai. Tu es plus populaire que trendy. C'est vrai. Tu as levé plus de 30 millions. C'est vrai. TOFT 120. C'est vrai. Et tu vas lancer chez Monop, mais ça va planter. C'est vrai. Donc t'es pas ici pour faire du storytelling, mais t'es bien là pour raconter au micro de 40 nuances de Next la vraie vie des entrepreneurs et les coulisses de 900 Care. Et c'est vrai. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Comment, alors déjà bienvenue, Merci. comment on pitch du gel douche? C'est pas facile, mais Ah ouais, raconte-moi. nous, on a un pitch qui est bien rodé. C'est de dire, dans un gel douche, tu as 90% d'eau qui est emballée dans du plastique. Donc, c'est absurde d'un point de vue environnemental. Tu jettes du plastique, tu transportes de l'eau, ça génère plein d'émissions de CO2. C'est aussi absurde d'un point de vue valeur consommateur, parce qu'en fait, ça a un coût. Le plastique, c'est à peu près 50% du coût de fabrication d'un gel douche. Donc, en fait, tu achètes littéralement du plastique et tu payes du coup moins pour ce qu'il y a dedans. Et donc, nous, notre idée, c'est de dire, on va t'envoyer juste les ingrédients actifs. Tu as une bouteille réutilisable et tu mets tes ingrédients actifs dans ta bouteille, tu rajoutes l'eau de ton robinet. Et donc, tu n'as pas transporté d'eau, tu jettes pas de plastique. On peut mettre 100% de notre argent dans les ingrédients, ce qui fait qu'on a des formules qui sont naturelles, super bien notées sur Yuka. Et tout ça, ça a un prix qui est très abordable. Tu as toujours cette question, quand tu vois des boîtes où le pitch semble évident, c'est pourquoi on l'a pas fait avant? C'est une question que, franchement, je me pose. Et ce qui est assez drôle... C'est celle que tu as dû te poser au moment où vous avez eu l'idée. Ouais, en fait, je pense que c'était juste pas une considération, qu'à un moment, juste les grandes marques se sont construites autour de ce modèle du plastique jetable. La genèse, c'est dans les années, dans les 30 glorieuses. On est passé du savon au gel douche. Le plastique jetable, c'était super pratique. On se posait pas de questions. C'était prêt à l'emploi. Et en fait, on arrive à une époque où les considérations ont changé, il y a plus d'inquiétude autour de l'écologie, on se rend compte que le plastique, c'est en train de devenir un gros problème, que le CO2, c'est en train de devenir un gros problème. Le problème, c'est que toutes ces marques-là, elles ont structuré l'intégralité de leur supply chain autour de ce modèle-là. Donc, il faut imaginer, c'est des énormes usines qui sont conçues autour de ça. Et changer de modèle, en fait, ça demande de recréer toute une... Et donc des investissements énormes aussi pour ces marques. En fait, il y a deux gros problèmes. C'est les investissements, donc il faut sortir du cash. Et le deuxième problème, c'est qu'au début, forcément, comme tu as moins de volume, tu vas moins marger sur ces produits. D'autant plus qu'il y a une question sur est-ce que les gens ils sont prêts à payer autant pour un produit à reconstituer que pour le produit final. Et donc, tu as un peu l'effet ciseau. Les gens sont peut-être prêts à payer un peu moins cher. Et en parallèle, ça va te coûter un peu plus cher à produire. Donc, tu détruis tes marges. Et vu la façon dont ces boîtes sont gérées, c'est-à-dire que les directeurs sont là en poste pour une période de 3-4 ans. Personne ne va être celui qui va prendre le plomb sur son PNL et cannibaliser la vente de sa vache à lait. C'est l'histoire de Kodak, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Kodak, tu peux te dire, mais pourquoi ils ne sont pas passés plus vite au numérique? C'est juste qu'ils gagnaient leur argent sur les films et ils se sont dit, on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Là, c'est exactement la même chose qui se passe pour le gel douche. Et donc, il y a des Kodak en devenir. Écoute, c'est notre pari. C'est votre pari. On verra, l'avenir le dira. Une autre question qu'on se pose quand on entend un pitch comme le tien, et t'es pas la seule marque à repenser complètement un secteur et à le rendre plus vert, plus durable, plus vertueux, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que finalement le produit est aussi bon que l'original? Et ça, j'imagine qu'on te l'a dit 1000 fois, 2000 fois, 1 million de fois. Oui, donc oui, ça marche. Et en fait, ça marche pour une raison qui est simple, c'est que, ce que je disais, mais nous, on met 100% du coût de fabrication dans le produit actif. Et donc, ça te permet d'avoir une meilleure formule. Alors, on a beaucoup bossé pour avoir les mêmes textures, les mêmes parfums, mais à la fin, on utilise des ingrédients qui sont vraiment top, qui sont naturels. On a des super notes sur Yuka qui sont bien au-dessus de ce que tu peux trouver dans un supermarché, à un prix qui est tout aussi abordable, parce qu'en fait, on a enlevé 50% du coût de fabrication. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. C'est-à-dire que non seulement c'est plus écolo, mais c'est aussi mieux pour le consommateur final. Donc, tu viens de péter la dernière objection qu'on peut faire, c'est un produit durable coûte plus cher.
Ouais, non. Alors ça, c'est souvent le cas. Et c'est un truc contre lequel, moi, personnellement, je me bats beaucoup parce que, en fait, c'est antithétique pour moi de faire des produits durables à un prix complètement déconnant. Alors souvent, tu es un peu obligé au début. Et nous, au début, notre gel douche coûtait 6 euros. Maintenant, il coûte 2,49 €. Versus un prix moyen de gel douche à... Autour de 2,50 € aussi. D'accord. Donc là, on est aligné. Mais avec un produit de meilleure qualité. Et le but, c'est de continuer à... C'est un marché d'économie d'échelle. Donc, plus tu as de volume, plus tu es capable de baisser tes coûts. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, c'était notre plan depuis le début. On avait dit aux gens, on sait que vous nous soutenez à un prix qui est trop élevé. Tu l'assumais? Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs là qui nous écoutent, qui ont une DNVB, un produit, peu importe d'utiliser les mots à la mode, mais qui ont un produit où effectivement le coût de fabrication au démarrage avec peu de volume, ça coûte une blinde. Et donc faut arriver à l'assumer, à le vendre ou à convaincre. Donc vous, le parti pris que vous avez eu, c'est on assume que c'est cher, on le dit. Ouais. Et en fait, on engage une communauté de croyants, quoi. Exactement. Ouais. En fait, en gros, on disait, quand on avait des objections sur le prix, on disait, on sait que c'est trop cher, mais ce à quoi on s'engage, c'est qu'avec les volumes, on va baisser nos coûts et on vous rendra ça en baisse de prix. Et on l'a fait 2 fois. On l'a fait en 2021, on est passé de 6 à 3,50. Et on l'a refait là, début 2024, on est passé de 3,50 à 2,50. C'est des baisses de prix qui sont quand même assez massives. Au moment où tu le fais, je suis obligé de te poser la question, on n'a dit pas que du storytelling, mais au moment où tu le fais, tu te dis, j'ai mon BP, et en fait, si je tombe à 3,50, je vais toucher, je sais pas, 10 000, 100 000 personnes de plus, et donc au final, je suis beaucoup plus rentable, ou inversement, tu t'es posé la question de, en fait, je pourrais baisser seulement à 5,50, annoncer une baisse de prix, et faire énormément de marge. Donc voilà, comment s'est fait ce calcul? J'imagine que c'est pas que pour le bien de la planète et des consommateurs, mais il faut aussi projeter l'avenir de la boîte. Évidemment, parce qu'en fait, la première mission d'un entrepreneur en impact, c'est que ta boîte vive, tu vois. Parce que si on tire le trait, sinon on donne nos produits, mais sauf qu'en fait, on n'aurait pas un impact très longtemps. Donc, tu as raison, c'est un équilibre entre l'impact que tu peux avoir et les économies que tu fais. Et la façon dont on l'a fait, en fait, c'est assez simple, c'est qu'on a testé différents niveaux de prix. Ça, c'est un truc qui est une chance quand tu es en ligne, c'est que tu peux mettre le lundi un prix, le mardi un autre prix et le mercredi un autre prix. Et on a regardé 3 indicateurs qui étaient le taux de conversion, et donc qui joue sur un indicateur hyper important pour nous, qui est le coût d'acquisition. Donc le taux de conversion, c'est 100 personnes arrivent sur ton site, combien vont acheter, et tu regardes comment ça évolue. Et comme tu as payé X euros pour faire venir ces personnes sur ton site, quand tu augmentes ton taux de conversion, tu baisses ton coût d'acquisition. Deuxième métrique que tu regardes, c'est combien de produits ils prennent. Vu que c'est moins cher, en fait, on se rend compte qu'ils prennent plus de produits en termes de nombre de catégories de produits. Pour ça, il faut avoir plusieurs produits. Oui. Voilà. Et le dernier point, c'est que nous, on a un modèle d'abonnement, donc regardez aussi quel est l'impact sur la rétention. Et est-ce que, du coup, les gens vont garder ton produit plus longtemps parce que, du coup, les recharges coûtent moins cher. Et donc, tu testes différents niveaux de prix, et à la fin, tu t'arrêtes sur un prix qui a... Et ce qui est intéressant, c'est de te dire, non seulement c'était vertueux économiquement, c'est-à-dire qu'on était convaincus qu'on allait gagner, mais même si on ne gagnait pas, même si c'était ISO, tu te dis, de toute façon, en baissant mes prix, je vais augmenter mes volumes, puisque j'augmente mon taux de conversion et j'augmente ma rétention. Et ça, je préfère, à ISO revenu, ISO marge, ISO tout, je préfère toucher plus de monde à un prix plus abordable. Et tu vois, l'autre... Qui servira demain le bouche à oreille, enfin bref. Ouais. Exactement. Et puis l'autre réflexion, c'est de se dire, avec mon prix à 6 euros, finalement, ça me coûte très cher de recruter quelqu'un parce qu'il y a peu de gens qui sont prêts à payer 6 euros, donc il faut les matraquer de pub, etc. Donc en fait, tu donnes beaucoup d'argent à Meta. Et on s'est dit, en fait, cet argent, on préfère le rendre aux clients. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Si tu baisses ton prix, du coup, t'as beaucoup plus. Les gens, ils convertissent beaucoup plus, donc tu donnes beaucoup moins d'argent à Meta. Et à la fin, si t'en donnes autant, c'est pour toucher de nouvelles personnes. Voilà. Exactement. C'est combien le budget Meta ? Le budget Meta, nous, on est à peu près autour de 300 000 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est des budgets conséquents. Oui, bien sûr. Tu peux partager ton coût d'acquisition, au moins une fourchette. Ouais, une fourchette, nous, on est entre 15 et 20 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Et après, en fait, le modèle marche parce que on a... Les gens rachètent. Ouais, en fait, on a 2 trucs qui font que le modèle marche. Je vais faire une mini digression, mais on s'est lancé dans ce marché avec un modèle online, principalement d'abord, puis ensuite online only, une fois qu'on
On s'est rendu compte que Monoprix, ça ne marchait pas, alors même que c'est un marché où le taux de pénétration du online est assez bas. C'est 10% des gels douche qui sont achetés en ligne. Sachant que Ça me paraît beaucoup d'ailleurs. Ouais, et sur ces 10%, c'est sans doute beaucoup de trucs assez premium. Je pense que, j'ai pas le chiffre sur les gels douche classiques de grandes marques, mais je pense que c'est très très faible. Et c'est pour une raison qui est simple, c'est que l'équation économique traditionnelle d'un gel douche, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est des produits qui ne valent pas très cher. Et que les coûts de shipping, du coup, c'est très lourd donc, parce que c'est plein d'eau, et donc les coûts de shipping sont assez prohibitifs. Shipping, c'est le transport, juste. Coût d'expédition. Ouais. En gros, pour donner une image, quand nous, on envoie une recharge, donc une boîte de recharge de gel douche, c'est 4 gels douche. Nous, ça pèse 100 grammes. La même quantité de gel douche, c'est des gels douche de 150 ml, donc ce serait 1 kg. Et en fait, on te renvoyait un paquet à 100 grammes et un paquet à 1 kg, tu as une grosse différence de coût d'expédition. Et donc, ça joue beaucoup sur l'équation économique. Le deuxième truc qui joue beaucoup sur l'équation économique, c'est que toutes les marques historiques, elles se sont lancées sur une monocatégorie. Tu as des marques de gel douche, tu as des marques de shampoing, tu as des marques de dentifrice. Et donc, si tu veux avoir un modèle direct to consumer comme on a, où tu vends direct aux gens, finalement, tu es le petit Marseillais. Combien de gel douche tu peux vendre à une personne ? Là où nous, on a eu l'approche de gamme, et aujourd'hui, en moyenne, quelqu'un qui vient chez nous, il va prendre plus de 4 catégories de produits différentes. Tu nous les fais rapides ? Les best-sellers chez nous, c'est gel douche, dentifrice, déo, shampoing et mousse pour les mains. Dans cet ordre ? Ouais. Ok. Et, je t'ai coupé, pardon. Ouais, donc on augmente le panier moyen avec cette approche de gamme qui est assez révolutionnaire par rapport au marché, enfin en tout cas très innovante par rapport au marché qui a été très segmenté par gamme de produits. Et un consommateur qui vient pour la première fois passe facilement d'un produit à l'autre ou teste déjà un gel douche ou un shampoing avant de se dire tiens je vais essayer le dentifrice ou la mousse pour les mains. Aujourd'hui on a notamment une offre qui s'appelle le kit essentiel qui coûte 9,99 € sur lequel tu peux tester 5 produits. Okay. Et après tu gardes ceux qui te plaisent et ça c'est l'offre qui marche. Ça marche bien. Ça marche très bien. Parce qu'en fait en plus c'est essentiel. Ouais. Non, mais c'est ça. Et en gros, c'est assez marrant, cette idée du superflu versus de l'essentiel. L'industrie de l'hygiène traditionnelle, c'est vraiment l'industrie du superflu parce que tu as plein d'eau, plein de plastique, mais aussi parce que tu as plein de références qui servent à rien. Genre 12 000 déclinaisons de dentifrice, en fait, personne n'y croit. Enfin, c'est absurde et c'est drivé par juste l'envie de prendre plus de place en rayon. Là où nous, en fait, on a une référence de dentifrice et c'est tout. L'enjeu, c'est la place en rayon. Oui. Donc, du coup, tu en as un pour les gencives, tu en as un pour les dents blanches, tu en as un pour la laine, tu en as un pour... Voilà. Alors qu'ils font à peu près tous la même chose. Exactement. Et en fait, il y a 2 enjeux. Il y a prendre de la place en rayon et puis aussi aller avoir une crémaillère de prix pour pouvoir augmenter le prix moyen payé par les gens. Parce que si toi, tu as l'impression d'avoir une mauvaise haleine, tu vas prendre le truc qui s'appelle haleine, qui marche peut-être pas mieux que le truc qui s'appelle white, mais qui coûte 1,90 € de plus. Parce qu'en fait, ils ont ciblé qu'il y avait un besoin pour lequel les gens étaient prêts à payer. Mais fondamentalement, les produits ne sont pas très, très différents. Et toi, tu ne veux pas jouer là-dessus ? Non. Non, parce que pour des raisons aussi opérationnelles, c'est que c'est plus complexe à gérer. Ouais. Et nous, on est encore une petite boîte. Et finalement, en gros, tu démultiplies la complexité quand tu fais tout ça. Je vais un exemple tout bête, mais si tu as... plusieurs couleurs de flacons, plusieurs références de parfums. Quand tu prépares, tu vois, si tu as, 3 couleurs de flacons, 4 parfums, quand tu prépares ta boîte de gel douche, tu as 12 combinatoires possibles. Si tu rajoutes la même chose pour le dentifrice, ça fait 144 combinatoires possibles. Alors que si tu as une référence de parfum et une couleur, et ta boîte gel douche plus dentifrice, tu n'as qu'une seule combinatoire. Donc c'est beaucoup plus rapide à préparer et donc à expédier. Sur ce sujet de ça marche, j'ai en tête, mais ça date du mois dernier, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais pour dire à quel point il y a sûrement encore beaucoup à faire en matière de com, de visibilité pour ce type de produit. Dans ma poubelle, 59 pastilles de pastilles lave-vaisselle, bio, tout le plus clean du monde que tu peux acheter, à la poubelle, parce que ça ne fondait pas au lave-vaisselle. Ouais. Et en fait, tu te dis, je vais faire du bien à la planète. Bon, on pourrait dire, tu pourrais faire la vaisselle. Donc. Sorry, mais j'ai quand même un lave-vaisselle. Mais au final, ça ne marche pas. Ouais. Et donc, comment toi, tu travailles parce que tu fais partie des boîtes visibles sur ces produits, je ne sais pas si vous appelez ça produits bio, produits naturels, enfin, peu importe. Montrer que ça marche et que ça
ça pète un peu l'image de tous ces produits qu'on a voulu acheter qui n'ont pas marché. Du coup, on revient à de l'existant polluant. Ouais. Alors, en préambule, en fait, moi, je veux qu'on casse un mythe qui est de dire que les gens, ils sont prêts à faire des sacrifices pour l'écologie. C'est pas vrai et c'est pas du tout un jugement. Enfin, c'est que juste, t'as pas envie d'un truc qui marche moins bien, t'as pas envie d'un truc qui coûte plus cher, t'as pas envie d'un truc qui soit moins pratique et c'est normal. En fait, c'est pas aux gens de faire un effort, c'est aux marques de se mettre au niveau. Et donc, nous, l'objectif, c'est d'avoir des produits. En fait, l'objectif qu'on se donne en interne, on dit on aura réussi le jour où il y a des gens qui nous achèteront sans se dire que c'est écologique. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est de se dire, en fait, le jour où on nous achète pour toutes les autres raisons, le produit est top, je fais des économies, c'est trop pratique de me faire livrer, et pas l'écologie. Donc, c'est vraiment ça le but qu'on se fixe. Et après, du coup, pour répondre à ta question sur comment est-ce qu'on fait, alors à la fois en termes d'image et à la fois en termes de produits, je vais commencer par les produits. Nous, on a pris une décision assez forte qui était d'intégrer la R&D. Donc, on a un labo dans nos bureaux, il y a 4 personnes qui travaillent et qui font des formules. Et comme on est encore petit et agile, en fait, on itère très vite sur nos formules. Donc, on a vraiment un processus itératif. On va, avant de lancer un produit, faire des panels de bêta-tests. Donc, on envoie des formules à des clients qui sont prêts à les recevoir, qui nous font des retours, on itère et jusqu'à avoir une certaine note. Et quand on est content de la performance produit, c'est là qu'on lance, mais ça ne s'arrête pas là, puisque derrière, on va retravailler la formule. Donc ça, c'est sûr, comment on s'assure d'avoir un bon produit. Et après, comment est-ce que tu prouves que ça marche ? En fait, là, c'est toute l'offre, donc c'est toute notre offre de kit d'essai. On a baissé le seuil d'essai très bas, puisqu'en finalement, le sujet, c'est que les gens testent. voilà. Et après, c'est ton produit qui doit parler pour lui-même. Donc aujourd'hui, avec le kit... Et quand sur un produit de test, ton prix est très très bas, comment tu arrives à faire entendre que le prix d'après est plus haut ? Notre prix, il n'est pas plus haut après. Ok. C'est juste qu'on tu as juste baissé tes prix pour que ce soit accessible. Exactement. Okay. Et après, sur le modèle de vente, c'est juste que la première fois, on va t'envoyer juste un exemplaire. Donc, tu vas acheter un gel douche avec la bouteille et la recharge pour 2,49 €. Ça, évidemment, c'est pas un truc, personne vend en ligne des trucs à 2,49 €. Donc ça marche uniquement parce que derrière, il y a les produits sont bons. Ouais, t'es abonné, donc tu vas recevoir tes recharges. Et là, on va t'envoyer une boîte de recharge plus grosse avec 4 gels douche qui coûtera un peu moins de 10 €. Mais ça reste le même prix unitaire, c'est toujours 2,49 €. Donc on bouge pas les prix, on bouge les quantités pour avoir un business qui est viable après. Ok. Tu l'as dit tout à l'heure, enfin on l'a dit en introduction, on est allé chez Monoprix, on s'est planté. Ouais. Je veux que tu nous racontes pourquoi vous êtes planté, comment on rentre chez Monoprix. Enfin encore une fois, hein, je l'ai dit, hein, tu es là pour partager à la génération d'entrepreneurs qui te succède, qui arrive juste après toi, qui a même envie de te démonter dans les rayons. Ouais, j'espère, je le souhaite. Hein. Je pense qu'on sera pas... qu'on a besoin d'être plusieurs pour le faire. Mais en tout cas, pour ça, faut partager ce qui marche pas. Et on apprend beaucoup de choses de ce qui marche pas. Ouais. Monoprix, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Alors, Monoprix, c'était assez intéressant parce que la vision pour 900Care, ça a toujours été de construire une marque omnicanal. Et d'ailleurs, ça reste toujours la vision. Et quand on s'est lancé, du coup, on avait vraiment cette envie de dire, d'un côté, on va réussir à vendre des produits d'hygiène en ligne, ce qui est encore une fois 10% de pénétration, ça veut dire que c'est très dur à faire. Et de l'autre, on va aussi être disponible en rayon. Mais à l'époque, on était une toute petite équipe et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était difficile de faire les deux. Alors, Monoprix, comment ça s'est passé ? Nous, quand on a lancé, on a fait d'abord une campagne sur Ulule de pré-vente qui a très bien marché. À ce moment-là, ça nous a donné beaucoup de visibilité. Monoprix, c'est une enseigne qui est top sur les nouvelles marques. Ils sont toujours à l'affût de nouvelles marques. Donc, ils cherchent à référencer des jeunes marques innovantes. Et donc, assez rapidement, on les a contactés. Le contact vient de vous ? Je ne sais plus si ça venait de nous ou d'eux, mais le contact va se faire. Voilà, le contact s'est fait assez facilement et ils ont été très réactifs. On a cette image, des grands mastodontes, les hypermarchés, etc., que la négo avec les équipes achats, c'est une tannée et qu'on tire vers le bas les prix. Ça a été le cas ? Non, ça n'a pas été le cas, mais en fait, il faut bien comprendre à quoi servent les marques dans le portefeuille d'un retailer. Nous, il y a des marques qui sont des drivers de trafic.
c'est Coca. Ouais. Donc là, le but, c'est d'avoir le prix le plus bas possible. Mais d'un autre côté, si tu n'as pas Coca, tu sais que il y a un équilibre des forces. Donc ça fait que les négos sont plutôt en bonne intelligence. Tu as des marques qui sont là pour faire de la marge. Et c'est là qu'en général, donc c'est des marques qui sont peut-être un peu moins essentielles, un peu plus établies, et sur lesquelles ils vont aller gratter des points de marge. Et donc je pense que c'est là que les discussions sont très dures. Et nous, on est une marque qui sert à faire de la com. Globalement, le but de lancer 900 Care chez Monoprix, en année 1, c'est de dire Monoprix, c'est une enseigne innovante dans laquelle tu peux trouver des marques cool, des marques nouvelles, des marques engagées, etc. Et donc, en fait, il n'y a pas d'enjeu de négo pour eux particulier. C'est-à-dire, bien sûr, il ne faut pas être dépositionné en termes de marge, mais on a fait un truc assez standard. Mais le fait qu'on est là pour être cool fait peut-être aussi que ça ne marche pas à la fin. Potentiellement. Et c'est aussi le jeu, c'est-à-dire que forcément, il faut bien comprendre que si Monoprix, c'est une enseigne qui lance beaucoup de marques, ça veut aussi dire que c'est une enseigne qui sort beaucoup de marques. Parce qu'a priori, leurs magasins, ils ne sont pas extensibles. Donc c'est le jeu et tu le sais depuis le début. Donc bref, le contact se fait assez rapidement. Les discussions sont assez surprenantes, pour être honnête, parce que nous, on était un peu dans notre approche start-upper en disant mettons les produits dans 10 Monoprix, comme ça on voit est-ce que ça tourne, etc. Et ils ont dit non, nous, en fait, on a une marque qui sort, qui était dans 130 magasins, donc on vous lance dans les 130 magasins. Donc on a lancé dans 130 magasins, on avait créé un meuble exprès. Comme nos produits sont tout petits, on leur a dit si on en met 5, en fait, le meuble il va avoir l'air vide. Donc en fait, on a un meuble qui est très rempli, mais ça fait une commande d'implantation qui est gigantesque, plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, on se dit c'est génial. Et en fait, quand on voit qu'il n'y a pas de... Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sell-in, que tu as vendu à Monoprix, tu as produit, tu as encaissé ton revenu. Et après, s'ils ne vendent pas, ça ne revient pas chez toi? Non. Okay. C'est pas du dépôt-vente. Okay. Et ça, c'est essentiel. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est une commande ferme. Voilà, c'est une commande ferme. Ils payent, ils reçoivent la marchandise. Et là, en fait, la marchandise a très peu de sell-out. Donc, ça se vend pas très bien. C'est un peu variable. Il y a des points où ça se vend mieux, des points où ça se vend moins bien. Mais au global, c'est décevant. Et c'est décevant, je pense, pour 3 raisons. La première, c'était notoriété de la marque et notoriété de la solution. Autrement dit, personne nous connaissait et personne savait ce que c'était un gel douche à reconstituer. Donc, en fait, tu es dans un rayon, si tu connais pas la marque et tu comprends pas ce que c'est, ça marche pas. Le deuxième, c'était problématique de prix. On disait à 6 €, en fait, tu es quand même perçu comme très cher. Et même notre pack de départ, où on vendait la bouteille en plus, était, je crois, à 12. Donc, en fait, payer 12 € pour un gel douche que tu n'as jamais essayé, d'une marque que tu connais pas, sur un concept que tu connais pas, c'était compliqué. Et le troisième problème, c'était le merchandising, c'est-à-dire comment est-ce qu'on présentait les produits. Nous, on a juste pris notre gamme qui était vendue en ligne et on l'a mise en rayon. Donc, notre gamme en ligne, on l'a pensé pour qu'elle prenne le moins de place possible. Nos recharges, elles font moins de 3 cm de hauteur, ça veut dire que ça passe dans une boîte aux lettres, c'est tout petit. En rayon, du coup, ça se voit pas. Et c'est un gros problème. Enfin, en rayon, si tu regardes, c'est intéressant, mais tu regardes les bidons de lessive, c'est des énormes trucs opaques qui sont remplis à moitié, c'est pour prendre plus de place. Tous les gels douche, tu vois, qui sont hyper fins, mais parce que ça permet d'augmenter la hauteur et le facing. Parce que 250 ml de gel douche, ça pourrait tenir dans un truc beaucoup plus petit. Si tu faisais une forme ronde ou une forme carrée, cubique, ouais. Et plus profonde, en fait, tu pourrais avoir un truc beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. Mais non, en fait, tout le monde fait des trucs très longs, mais c'est juste pour prendre de la place. Et ça, c'est un apprentissage. Il y a aussi le fait que les rebords des baignoires ne sont pas extensibles en profondeur. Je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a peut-être ça, mais je pense que c'est vraiment... À moins qu'on ait inventé les baignoires en fonction de... Peut-être. Mais non, mais je pense qu'il y a ça, mais je pense que c'est vraiment d'ordre 2. De facial, par rapport au fait de prendre le plus d'espace possible. Ça veut dire que si tu avais voulu faire les choses bien, il aurait fallu repenser un packaging qui ne sert à rien, si ce n'est à prendre de la place. C'est ça. C'est en fait, en gros, globalement, tu peux pas tout réinventer. Et donc, c'est le taf d'entrepreneur. Et quand tu lances surtout un produit aussi innovant, c'est de savoir qu'est-ce que tu réinventes et qu'est-ce que tu réinventes pas. Parce que tu peux pas te battre sur tout. Et donc, si tu réinventes la façon de consommer du gel douche, tu peux pas en même temps réinventer la façon de le merchandiser. En fait, il faut que tu reprennes certains codes pour que les gens comprennent ce que c'est. Tu vois. Juste le fait de voir que c'est du gel douche. En fait, aujourd'hui, nous, notre boîte, c'est une petite boîte de carton. Tu peux pas savoir que c'est du gel douche. Enfin, en fait, c'est impossible à deviner si tu n'es pas déjà au courant. Et donc, il faut que visuellement, ça ressemble à du gel douche. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'à l'époque, nous, on faisait un raisonnement qui était complètement différent, qui était de dire, OK, quand tu es un retailer, tu réfléchis en marge par mètre linéaire. Donc, en fait, tu as
1 mètre de rayon. Comment est-ce que je vais maximiser ma marge ? Et on se disait, c'est génial d'avoir des produits petits parce que tu peux mettre beaucoup plus de produits Donc plus sur de un même rayon, marge. donc potentiellement plus de marge. Le Mais problème, non. c'est que comme les gens ne le prennent pas, en fait, tu as mis plus de Oui, produits. à la fin, il donc faut des voilà. consommateurs. Comment, comment aujourd'hui vous projetez la possibilité d'y retourner? En fait, aujourd'hui, on se dit, c'est toujours sur la roadmap, et c'est des trucs auxquels on réfléchit avec, donc je ne sais pas exactement à quel horizon, mais globalement, sur les 3 points que je citais, je pense que en termes de notoriété, on a fait un saut de notoriété en 3 ans, parce qu'on avait lancé en 2021. Là, en 2024, je pense qu'aujourd'hui, je rencontre énormément de gens qui connaissent, qui ont vu une pub, etc. Mais aussi beaucoup de gens qui n'ont pas essayé. Et je pense que du coup, le retail, c'est intéressant parce que tu peux le prendre. Vous avez un message. Désolé, désolé. C'est un message d'Étienne, un des cofondateurs de Madines, qui n'a pas pu nous envoyer sa note vocale, donc je vais te la lire. C'est toi qui fais le message. Exactement. Je ne vais pas réussir à imiter Étienne, donc tu m'excuseras. Émeric, je vois de nombreuses publicités de 900 Care sur Instagram et d'autres marques similaires. Est-ce que la bataille de l'acquisition sur Instagram ne devient pas trop chère? Alors, Tu parlais de communication. C'est sûr que Meta, Meta, donc Instagram plus Facebook, c'est aujourd'hui l'essentiel des dépenses de communication des marques comme nous. Et en effet, il y a beaucoup de concurrence. Comment est-ce que tu émerges du coup? Il faut se distinguer par le contenu. Et c'est pour ça que nous, en fait, on a internalisé toute la création de contenu. On a ce qu'on appelle la Content Factory. Et on essaie de sortir quasiment une créa par jour nouvelle pour qu'il y ait tout le temps un truc nouveau. Et c'est assez intéressant parce que finalement, tu vois que sur 100 créas que tu sors, tu en as 90 que tu vas mettre à la poubelle immédiatement. Tu en as 9 sur lesquelles l'algo va un peu dépenser, qui vont bien marcher. Et tu en as une qui va être une pépite sur laquelle tu vas pouvoir vraiment scaler. Et tu sors les 100 créa. Oui. Et c'est ça. En fait, tu sors les 100, mais ce qui est vachement bien avec des produits... en fait, c'est super intéressant parce que tu renverses complètement la façon de faire du marketing. Traditionnellement, quand tu fais du marketing pour une marque de gel douche, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des études conso. Ensuite, tu bosses avec une agence créa qui va te pondre le script. Tu vas passer 6 mois à refiner le script. Ensuite, tu vas aller en studio. Tu vas produire 200 000 balles pour produire ta vidéo. Et ensuite, tu vas la lancer. Et tu vois ce qui se passe. Là où nous, en fait, on va avoir une approche complètement opposée qui est de dire on va investir beaucoup moins de temps sur l'idée. Plutôt que, en fait, avoir une idée top, on va avoir 100 idées. Et dedans, il y en aura des tops, il y en aura des moins bien. On va les produire à bas coût. Parce qu'en fait, aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessaire d'avoir... C'est éphémère en plus. Ouais, c'est éphémère. Et puis même le côté homemade, ça fait très organique. Parce que c'est ce que tu vois en général. Et on va les lancer en pub avec des petits budgets. Et en fait, avec un tout petit budget, tu mets 20 balles sur une pub, tu peux tout de suite voir si la pub, elle va marcher ou pas. Parce que tu vois, est-ce que les gens ils la regardent, combien de temps ils la regardent, est-ce qu'ils cliquent, est-ce qu'ils cliquent pas. Et en fait, tu vas dépenser de l'argent que sur les winners. Et donc, tu as complètement renversé la façon de faire. Tu es passé d'un truc où tu avais une pub, tu mettais plein de temps dessus et tu vois si ça marche ou pas, à plein de pubs et tu vas juste mettre ce qui fonctionne le mieux. Donc, si on résume, sur les 300K que tu dépenses par mois chez Meta, tu as peut-être 50K de tests et les 250 autres sur les fameux winners. Ouais, c'est moins. C'est même moins. Moins que 50K parce qu'en fait, en gros, tu as vraiment des étapes, mais on a une petite campagne de test. Assez rapidement, tu peux tuer une bonne partie des créas sur la base de cette campagne de test. Donc, sur une base de 1000 euros, tu as testé OK. Voilà. Et après, en fait, tu vas passer tes meilleures créas dans ta campagne principale. Et là, il y a un deuxième truc, c'est est-ce que l'algo va dépenser ou pas dessus? Parce qu'en fait, c'est un Et là, peu, tu fais confiance à l'algo? Oui. OK. Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois que tu essaies de battre l'algo, tu n'y arrives pas. Et donc, à la fin, tu te dis juste que l'algo fonctionne bien, quoi. La question d'Étienne, c'était aussi de savoir à quel point ça devient plus cher et avec un petit œil sur la concurrence aussi. Ça devient plus cher, ça c'est juste une tendance structurelle. Donc en gros, ce qu'on achète finalement quand tu achètes de la pub, c'est que tu achètes du CPM, du coût par 1000. Donc combien... Pour toucher 1000 personnes, voilà. Combien ça me coûte? Et ça, c'est sûr qu'il y a une inflation, c'est 10-20% chaque année. Donc en gros, le niveau de l'aude monte, donc toi, il faut que tu élèves ton game. Après, sur la concurrence,
Je suis pas... Enfin, c'est pas quelque chose qu'on regarde, honnêtement. Je le dis... Tu regardes pas leur créa, tu regardes pas leurs Non. produits, non. Ok. Non. C'est un truc où, globalement, on se dit, si on regarde ce que fait la concurrence, on va faire la même chose que tout le monde. Donc, c'est mieux d'aller... on va chercher beaucoup plus d'inspiration dans d'autres géographies ou sur d'autres marchés. Parce que ça, c'est intéressant. On source aussi beaucoup d'inspiration sur des trucs organiques qui marchent, en se disant, comment est-ce que... En gros, le Graal pour une pub, c'est une pub que tu aurais envie de regarder en organique. C'est ça le... Ouais. Et donc, du coup, quand tu vas sourcer de l'inspiration, tu vas plutôt aller regarder des créateurs organiques qui font des trucs qui marchent très bien, plutôt que ce que le voisin fait. Après, ce qui est sûr, c'est que, pour le coup, je pense que nos formats sont pas mal copiés. Et donc, du coup, c'est vrai que ton message est un peu... c'est toujours un peu rageant quand tu vois quelqu'un qui raconte la même chose. Mais d'un autre côté, je sais plus qui disait ça, que l'imitation, c'était la plus belle forme de flatterie. Ça veut dire que tu fais du bon taf quand des gens reprennent tes idées de créa. Donc là, le message à ceux qui copient, c'est merci. c'est merci. Et après, je pense que c'est... finalement, enfin, je sais pas si c'est... Arrête, ça t'énerve. En vrai, c'est sûr, ça t'énerve. Honnêtement, je me laisse pas parasiter par ça. Enfin, c'est pas de la langue de bois. Ouais. Alors, bien sûr, quand je vois un truc et je me dis, ils ont vraiment repris le script et changé le nom de la marque, ça me fait un peu chier. Mais d'un autre côté, je me dis, la vérité, c'est que s'ils font ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver leur voix originale. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que moi, ma vision de la concurrence, c'est plus de se dire, c'est comme un écosystème, tu vois. Un marché qui est sain, c'est un marché où le consommateur, il a des choix qui sont distincts, des gens qui racontent des histoires différentes. Et je trouve ça génial, tu vois, de dire, en fait, tu t'offres du choix et finalement, tu travailles un peu en symbiose. Mais si on raconte la même histoire tous, il n'y a plus aucun intérêt. Voilà. Et vraiment, c'est... Ou ce sera seulement une bataille de prix. Voilà, une bataille de prix, une bataille de qui est-ce qui a levé le plus d'argent pour... Et c'est aussi... Et qui a levé le plus d'argent aujourd'hui sur le marché, c'est vous? Oui. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous. Je pense qu'on est vraiment les first movers sur ce marché. Donc, je suis pas super inquiet. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu agaçant. Mais après, c'est la vie. Hein. On parle de la levée? On peut, ouais. Ça a été un débat en interne avec ton associé? En fait, ça n'a jamais vraiment été un débat. Je pense que ça, c'est un truc qui est assez... important au début, c'est une bonne discussion à avoir. Nous, c'était pas un débat parce qu'on était alignés sur les visions, mais c'est une bonne discussion à avoir avec son associé sur quel est le type de boîte qu'on veut monter. Et nous, on s'est dit, on veut monter une boîte à impact, une boîte qui puisse toucher le maximum de gens. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir des gros volumes assez rapidement. La façon d'avoir des gros volumes, c'est aussi d'avoir une politique de prix qui matche ce que les gens sont prêts à payer. Donc, en fait, tu as un peu deux façons de le voir. Hein. Soit tu attends d'avoir les bons volumes pour baisser les prix, enfin les bons volumes, donc les bons coûts, et tu baisses les prix, donc ça c'est très lent. Soit tu te dis, ok, j'accélère le cercle vertueux en baissant mes prix avant d'avoir les coûts qui soient compétitifs, en me disant qu'avec des prix plus bas, j'aurai du volume et donc je pourrais baisser mes coûts. Et ça, forcément, en fait, c'est une stratégie qui demande d'être financée parce que tu investis dans tes prix en avance de phase. Et ça a vraiment, cette décision, elle a vraiment à voir pas avec... est-ce que j'ai envie d'avoir mon nom dans des communiqués de presse et de passer sur BFM? C'était pas pour la hype. Non, c'est pas pour la hype. Et c'est important parce qu'en fait, il y a plein de gens pour qui c'est un peu le truc par défaut. Le Graal. Et en fait, je trouve que c'est... pour moi, je suis hyper impressionné en fait, par les gens qui arrivent à monter des boîtes sans financement. En bootstrap. En bootstrap, c'est vraiment le truc... parce que moi, je ne l'ai jamais fait et j'ai l'impression que c'est un game qui est complètement... qui est super dur. De la même façon que je pense qu'il y a des gens qui sont aussi impressionnés par les montants qu'on lève. Et donc... Mais en tout cas, c'est pas une fin en soi, c'est plus comment ça t'aide à accomplir ta mission de boîte. Mais c'est une stratégie ou une autre, et il faut savoir pourquoi tu prends cette stratégie, exactement. À quoi ça te sert et est-ce que tu en as besoin. Exactement. Vous avez fait quoi des 30 millions? Alors, on ne les a pas tous dépensés, parce que la dernière levée était assez récente. Mais globalement, c'est ça. Enfin, en fait, on l'a investi dans... les prix au départ, et donc on a réussi à bien faire baisser nos coûts, donc maintenant on a une structure de coûts. Pardon, je t'embête, tu as 30 millions, alors c'est une succession de levées, hein, mais la dernière étant la plus importante. Sur ces 30 millions, il y a combien qui servent à baisser les prix, combien qui servent peut-être à la R&D, combien au recrutement, enfin bref, est-ce que tu es capable de... C'est toujours difficile parce que l'argent est assez fongible, mais en gros, nos gros postes de dépenses, ça va être... Alors, sur le prix, je ne saurais pas te dire exactement, parce qu'on l'a jamais modélisé comme ça. Ouais. Mais après, l'essentiel de nos dépenses, c'est du marketing. Donc, en fait, en gros, finalement, tu as créé des produits.
Donc ça, c'est nos opérations, notre équipe, etc. Donc ça, c'est un des gros postes de dépenses. Tu as faire connaître tes produits, donc ça, c'est le marketing. Et après, tu as les vendre. Et donc là, tu as le prix qui rentre dedans. Avant l'élevé, c'était combien de dépenses par mois sur Meta? Alors, en fait, on a levé très tôt, donc c'est difficile à dire. Ok. Mais avant la dernière levée, on dépensait à peu près la moitié. Ok. Donc on a doublé. Et quand tu dépenses 300 000, au bout de combien de temps tu les rentabilises? Aujourd'hui, autour de 9 mois. Ok. Et le but, ce serait de passer baisser plutôt à à 6. 6. Voilà. En fait, on a un modèle enfin, c'est l'autre truc, hein, pourquoi est-ce qu'on lève de l'argent, c'est qu'on a un modèle qui est consommateur de cash, dans le sens où on dépense de l'argent en acquisition, on envoie notre kit d'essai sur lequel on ne gagne pas d'argent, et en revanche, on va gagner de l'argent sur les commandes récurrentes. Ouais. Qui sont expédiées tous les 4 mois. Donc forcément, tu as besoin que les gens ils aillent dans ce cycle avant de les rentabiliser. Le churn, tu peux partager des... Je ne partagerai pas les chiffres exacts, mais Ouais. globalement, on a un gros moment de churn qui est entre le kit d'essai et la première recharge. Ouais, normal. Qui est deux choses. Alors, minoritairement, les gens qui n'aiment pas les produits ou qui trouvent ça trop cher. Ça, c'est vraiment pas la majorité. Les gens qui pensent pas s'abonner. Ouais, la grande majorité, c'est les gens qui veulent pas de l'abonnement ou qui... alors, à la fois, je veux pas de l'abonnement ou alors notre système est pas assez bon. Donc, on bosse beaucoup sur comment est-ce qu'on rend l'expérience plus C'est facile quoi à le gérer. système est pas assez bon? C'est qu'aujourd'hui, tu vois, on va t'envoyer ta recharge très tôt, donc tu n'as pas forcément eu le temps de tester. On va t'envoyer tous les produits si tu n'as pas pensé à te désabonner à certains produits, alors que tu n'as pas forcément la même consommation de chaque produit. On a essayé de faire choisir des fréquences différentes aux gens, mais en fait, ils sont très mauvais à estimer combien ils vont consommer. Ouais, Donc, bien sûr. il y a plein de trucs autour de l'abonnement qui est... je pense que l'abonnement, en gros, ce qui est assez marrant, c'est que ça ressort très fort dans les gens qui nous mettent 10 sur 10 sur la question est-ce que vous recommanderiez 900 Care, parce que les gens qui l'utilisent bien, c'est une charge mentale en moins. Ce que je dis toujours, c'est que j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui a plaisir à passer du temps dans le rayon dentifrice, tu vois. Genre, ça n'a aucun intérêt. Et si je peux te libérer de cette charge mentale, je pense que ça a de la valeur. Le problème, c'est quand le truc devient plus compliqué à gérer que d'aller juste au dentifrice prendre ton dentifrice. Et donc, c'est aussi une grosse source de frustration. Les prochains sujets là, sur lesquels vous allez bosser très fortement, c'est quoi? Là, aujourd'hui, on bosse beaucoup justement sur cette thématique de comment est-ce qu'on améliore l'expérience client. Un de nos métriques clés, c'est la rétention. En fait, on est très séquentiel dans la façon de bosser. D'abord, on s'est dit comment est-ce qu'on recrute des nouveaux clients. Et donc là, on a fait un énorme travail à la fois sur les créas, Insta et tout, et aussi sur l'offre. Parce qu'on ne s'était pas lancé au départ avec le kit d'essai. Donc, on a testé plein d'offres jusqu'à trouver le kit d'essai qui était vraiment l'offre qui nous a permis de décoller. Ensuite, on s'est dit, OK, maintenant qu'on sait recruter des clients, comment est-ce qu'on leur vend le maximum de produits? Parce que c'est un intérêt économique et c'est un intérêt environnemental. C'est-à-dire que je préfère avoir... même, tu vois... Je préfère avoir un client abonné à 5 produits que 5 clients abonnés à un produit. Parce qu'en fait, tu groupes les envois. Oui, et donc en termes de coût d'acheminement. Et puis en termes de déchets, parce que tu as une boîte à chaque fois, etc. Donc on s'est dit, c'est important d'augmenter le panier moyen. Donc là, on a fait à la fois toute la stratégie de lancement de produits, donc grâce à notre R&D, et toute la stratégie sur le site, comment upsell. Et maintenant, on est sur le dernier bloc de comment est-ce qu'on crée une expérience qui est tellement bien que les gens restent abonnés tout le temps. Et donc ça, c'est un sujet qu'on est vraiment en train de travailler. Et après, le deuxième sujet, c'est qu'en parallèle, là, on a lancé à l'international. Et donc, on est en train d'apprendre un peu comment ça marche, de lancer dans un autre pays, quoi. J'ai souvenir d'une anecdote, Dylan, un des cofondateurs de Vente Privée, tu vois, qui expliquait que leur job, globalement, je le résume un peu bêtement, mais c'était de rendre sexy des produits qui n'avaient pas trouvé d'acheteurs avant. Oui. Et donc, tout se jouait beaucoup autour de la photo, de la vidéo autour de chaque produit, mais tout ça, c'est un budget, c'est un coût. Et on va dire, je te donne des chiffres complètement pipeaux, hein, mais on va dire qu'ils faisaient 20 photos pour chaque produit. Oui. Ça coûtait tant. Et ils se rendent compte que, et là, c'est toujours des chiffres un peu inventé, mais les 2-3 premières photos, tu avais 100% des internautes qui voyaient la photo. Puis, à la 5-10e photo, tu n'avais plus que 25% des internautes. Et les 5 dernières photos, tu avais 0,1% des internautes qui voyaient ces photos. Donc, ils analysent la data, ils disent quoi? Les 5 dernières photos où il y a 0,1% des gens qui les regardent, on ne va pas les produire, ça nous coûtera moins cher. Donc, ils font ça. Puis ils se rendent compte qu'en fait, les produits ne se vendent plus.
Parce qu'en fait, les 0,1% étaient ceux qui Qui avaient achetaient. acheté, ouais. Voilà, donc ceux qui allaient jusqu'au bout. Est-ce que toi, tu as des datas comme ça intéressantes, tu vois, ou des leçons autour de la data qui sont révélatrices du comportement des consommateurs et qui ont des vrais impacts côté business? Alors, c'est pas exactement le même type d'exemple, mais un truc qui est assez, que je trouve assez marrant, c'est on me dit souvent, faut parler à tes clients, et c'est vrai, faut parler à tes clients, mais il faut faire attention à ce qu'ils te racontent, parce que nous, quand on demande à nos clients pourquoi vous achetez 900 Care, les gens nous disent ah bah c'est génial, il n'y a pas de plastique, vous transportez pas d'eau, c'est fabriqué en France, c'est naturel. Et quand on communique avec ces messages en pub, Ça marche moins. ça marche pas. En gros, on a fait des pubs en disant bah voilà, avant je consommais tant de plastique, maintenant je consomme que ça. Vous avez vu les cartes très visuelles et tout. Normalement, si le vrai driver c'est de réduire le plastique, cette pub elle doit marcher. Et en fait, notre axe de communication qui marche le mieux, c'est de dire dans un gel douche, tu as 90% d'eau, qui est sans doute interprété par les gens par en fait, on me vend de l'eau, donc on m'arnaque, donc en fait c'est débile et je vais arrêter de le faire, quoi. Et c'est assez marrant parce que du coup, ça, on est capable de le voir à travers quels sont les messages qui marchent. Mais si on avait écouté juste le déclaratif des clients, on aurait créé des pubs complètement différentes qui auraient beaucoup moins marché. Voilà. Super intéressant. Tu as, en intro aussi, je vois le temps qui passe, j'ai plein de sujets que j'ai envie qu'on aborde, mais tu avais deux, trois sujets où tu avais envie de partager quelques learnings autour de fausses idées qu'on se fait principalement autour de l'entrepreneuriat, mais cette idée que l'entrepreneuriat, c'est facile. Bah, en fait, ouais, il y a un peu moi, dans mon entourage, j'ai un peu les deux trucs de l'entrepreneuriat, c'est facile, et des gens qui sous-estiment un petit peu la difficulté. En fait, à la fois facile à exécuter, puis aussi la voie royale pour devenir riche. Je pense que c'est faux. Et de l'autre côté, tu as les gens qui pensent que c'est hyper risqué. Et en fait, la vérité, elle est entre les deux. Est-ce que c'est facile? Toujours Non. une question de nuance. Ouais, c'est exactement. Est-ce que c'est facile? Non. C'est super dur. C'est un truc, ça te ronge la nuit quand il y a un truc qui marche pas. Ça t'occupe un espace mental de fou. C'est pas la meilleure façon de devenir riche, et ça doit, pour moi, pas être le driver principal. Mais d'un autre côté, on a aussi, il y a beaucoup de gens qui surestiment le risque de lancer une boîte, parce que la vérité, c'est que tu lances une SA, donc tu prends pas de risque sur ton patrimoine. Si tu te démerdes bien, ce qui n'était pas mon cas d'ailleurs quand j'ai lancé 900 Care, mais tu as une rupture conventionnelle et donc tu touches le chômage, donc tu es payé pour le faire. En vrai, au pire, au bout d'un an, tu arrêtes et tu reprends un taf normal, et tu auras perdu un an sur ta carrière, mais au moins tu auras gratté. T'as un peu d'expérience à raconter aussi en recrutement. En quoi? Si tu dois te faire recruter derrière, exactement. t'as des choses à raconter quand même. Exactement, et c'est génial. Moi, j'adore les profils de gens qui me disent, parce que j'en vois tout le temps, j'ai monté mon truc, bon, ça n'a pas marché, machin, et maintenant je cherche un CDI. Je trouve ça génial par rapport à quelqu'un qui est juste resté dans son confort de boîte. Enfin, en tout cas, moi, d'un point de vue recruteur, je trouve ça absolument fantastique. Et c'est marrant parce que donc, j'ai vécu aux États-Unis, et tu vois, la logique est complètement différente, où les mecs, ils partent, ils ont pas de chômage, ils ont rien, ils mettent toutes leurs économies, ils se lancent. Ça me semble super risqué, tu vois, parce que ta boîte, elle plante, t'as plus d'assurance maladie. En France, il y a des subventions partout. Enfin, en vrai, c'est quand même un environnement qui est exceptionnel pour lancer une boîte, et pourtant, il y a ce truc de genre, c'est trop risqué, je sais pas, et je pense que c'est vraiment un mythe, quoi. Tu disais l'argent ne doit pas être le principal driver pour lancer sa boîte. Je suis complètement aligné, et en même temps, quand tu vois ce qui marche, tu vois, maintenant qu'on a lancé la chaîne YouTube, je regarde un peu aussi d'autres formats. Et en fait, ce qui marche, c'est toutes les vidéos d'infopreneurs qui te disent comment gagner 30 000 balles par mois. Alors souvent, la réponse est en achetant leur formation. Donc là, si tu réfléchis un peu, il y a peu de raison d'y croire, mais n'empêche que ça marche et que ça doit bien être un driver. Tu vois, si tu écoutes le nom déclaratif de ceux qui veulent monter une boîte aujourd'hui, quand tu vois ce qui monte en contenu, c'est ça. Oui, alors je pense que c'est un driver pour pas mal de gens. Et en effet, c'est sûr que ça fait. Enfin, c'est pas surprenant que ce contenu marche. On te promet de te faire 30 000 balles par mois sans faire d'efforts, en faisant un truc et en vivant à Dubaï et machin. Bah, forcément qu'il y a des gens qui sont un peu paumés à qui ça parle. Mais mon point de vue, c'est que ces gens-là vont pas être les entrepreneurs à succès. Parce que tu vas te démotiver dès que tu auras une merde. Parce qu'au début, en fait, tu vas pas gagner d'argent. Et donc, du coup, en fait, si c'est ça ton seul driver, c'est très compliqué de tenir. Je ferais peut-être une mini-exception sur des gens pour qui l'argent, c'est une façon de compter les points.
Et je pense que ça peut être motivant pour certaines personnes qui sont très compétitives de se dire, en fait, plus je gagne d'argent, plus ça veut dire que je suis bon, et donc avoir ce truc-là. Mais si tu mets ça de côté, je pense que c'est pas du tout un driver suffisant, parce que c'est pas ça qui va t'alimenter au quotidien. Et moi, la façon dont je réfléchis toujours, c'est de me dire, si demain 900 cars ça s'arrête et que je touche 0 €, est-ce que je serais content de l'avoir fait ou pas? Et pour l'instant, la réponse c'est oui. Et tant que c'est oui, je continue. Et puis le jour où c'est non, en fait, j'arrêterai. Mais je trouve que t'as besoin, en fait, c'est tellement dur. T'as besoin d'avoir une motivation qui va au-delà de ça, à la fois la mission, mais à la fois aussi l'expérience que tu vis, les trucs que tu apprends. C'est beaucoup plus ça, les moteurs. S'inspirer. Respirer. Moment méditation. Tu peux fermer les yeux, t'allonger. Aymeric, tu l'as dit, hein, si tu as les mauvais drivers, tu tiens pas sur la durée. Comment toi, tu tiens sur la durée? Parce que tu l'as dit, c'est à mi-chemin entre c'est difficile, c'est risqué, non, c'est entre les deux. Mais il y a quand même des moments où, sur la durée, c'est plus dur. On a fait des renonces, enfin, on a eu beaucoup de renoncements, on a fait des sacrifices, sans oublier de dire que c'est aussi beaucoup d'adrénaline, de moments géniaux. Mais comment tu vas, toi, très personnellement, arriver à te ressourcer dans les moments un peu down? Ouais, je pense que y a la première chose, et c'est un process, hein, mais c'est de prendre soin de soi et de se libérer des moments. En fait, de comprendre, et moi j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, et je pense l'avoir pas encore tout à fait compris, mais comprendre que si moi je suis pas bien dans ma vie, la boîte, elle sera pas bien. C'est-à-dire, parfois, ça sert à rien de faire cette extra heure de travail, parce qu'en fait, tu seras pas productif, et ça va, sur le long terme, te fatiguer. Moi, la façon de gérer ça, c'est que j'ai des routines le matin, donc je fais un peu de méditation, je fais une douche froide, je sais pas quoi. Et en gros, j'ai ces moments. T'as vraiment ta morning routine? Ouais, ouais. Ouais, Ok. j'ai vraiment ma morning routine. Le deuxième truc, c'est, je pense... Donc attends, pardon, douche froide? Je fais, alors ça varie, mais Ouais. en ce moment je fais, donc je me réveille, je fais 10 minutes de méditation. Après je fais un peu de Duolingo parce que j'aime bien commencer ma journée en ayant l'impression d'avoir appris un truc. T'apprends quoi là comme langue? L'italien. Ok. C'est laborieux, mais c'est cool. Non, mais en vrai, c'est marrant. Tu sais que là avec l'IA, je peux te switcher tout le reste de l'émission Je sais, en italien. C'est comme ça qu'on a lancé l'international. On a pris nos vidéos, on les a traduites avec de l'IA, donc ouais, c'est assez bluffant. Après, douche froide. Et après, petit-déj en famille, je m'occupe de mon fils. J'ai un fils qui a 3 ans, donc en gros, j'essaie de me lever avant lui. Et après, d'avoir un moment, donc Donc lever quelle heure? 6h15. Ok. 6h15, 7h, il se lève. T'as 8h, fait ton Duolingo, Voilà. ta douche et t'es... 8h, je l'amène à la crèche. Et comme ça, en fait, j'ai cranté 2 trucs importants pour moi, qui sont j'ai pris soin de moi et j'ai passé du temps en famille. C'est 2 trucs qui sont assez essentiels à mon équilibre. Et du coup, après, je suis prêt à attaquer ma journée. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est, je pense qu'il faut être bien entouré. À la fois par tes proches, mais surtout par ton associé. En fait, Quand t'en as un. ouais. Mais du coup, moi, un des gros conseils que je donnerais, Associe-toi. je sais pas comment on fait pour être un solopreneur. En vrai, je comprends pas. Pour moi, c'est des surhommes, ces gens-là. Moi, je considère pas être un surhomme. Et donc, vraiment, je pense que j'aurais pas réussi à le faire, à faire tout ça sans Thomas. Et donc, s'entourer d'un associé, et si possible, d'un associé qui est très optimiste, c'est hyper important. Thomas, c'est quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein. Et en fait, tu lui dis « Ah putain, ça fait chier ». Il dit « Ah non, non, en fait, c'est trop bien parce Non, que… » ça ne fait pas chier. Ouais. Mais si, je te dis que ça Ouais. fait chier. Ouais, Monoprix, ça marche pas, ça fait chier. Il dit, non, non, c'est trop bien parce qu'en fait, du coup, on va pouvoir arrêter de passer du temps dessus et on va pouvoir passer tout notre temps sur le site et là, ça va cartonner. Enfin, tu vois, en fait, cette façon de voir toujours le positif, c'est hyper important. Et pourtant, avant de lancer la boîte ensemble, quand tu l'observais et que tu le projetais comme associé, tu disais, est-ce que ça va pas être l'enfer? Ouais, parce qu'en fait, donc on s'est rencontrés en prépa et on était très potes avant d'être associés. Mais en fait, en prépa, c'était ce pote insupportable qui voulait toujours avoir raison, qui lâchait jamais. Enfin, c'est épuisant de débattre avec lui. Et je me rappelle qu'à un moment, j'avais un autre copain qui me disait qu'il envisageait de monter une boîte avec Thomas. Je me disais, mais dans quoi tu veux t'embarquer? Enfin, en fait, ça va être ingérable. Il voudra jamais admettre, enfin, tu vois, jamais débattre, jamais. Et en fait, il est complètement différent dans l'association. Et pour le coup, il a quand même ce truc d'énergie qu'il apporte à moi, à la boîte. D'enthousiasme, ouais. Ah ouais, c'est hyper important. Locomotive. Ça, c'est vraiment…
Si demain je remontais une boîte avec un nouvel associé, je chercherais vraiment ce trait de caractère en priorité, d'avoir quelqu'un qui te tire, quoi. T'es pas le premier qui bat en brèche ce qu'on peut parfois entendre, pareil, ne t'associe pas en famille, t'associe pas avec des amis. Néanmoins, j'aimerais quand même pousser sur l'amitié. Vous étiez potes avant, vous lancez une boîte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites encore des teufs ensemble tous les vendredis soirs comme à l'époque? Au-delà du fait que tes parents, peut-être lui aussi. Pas tous les vendredis soirs, mais par exemple, vendredi dernier, voilà, je crois qu'on est rentré à 3 ou 4 heures du mat. Donc, Vous arrivez à conserver ces moments aussi plus off de potes et pas juste on se retrouve et on parle de la boîte. ouais, parce qu'on a l'avantage, en fait. Alors, on a les moments où on est à deux, on parle de la boîte, c'est sûr. Mais après, on a l'avantage d'avoir des groupes de potes communs. Et donc, quand on se voit en groupe, c'est juste une relation normale de groupe de potes. Et donc, ouais, non, on arrive à bien préserver ça. Après, on a l'avantage qu'on a une association qui se passe très bien. Et c'est sûr, je pense que bah, oui, si ça se passe pas bien, la dynamique est différente. Mais nous, on arrive à bien préserver ça. Ouais. Le moment le plus dur que vous avez eu à vivre ensemble en tant qu'associés? Honnêtement, tu vois, je sais que ça va sembler un peu bullshit, mais je pense pas qu'il y ait eu de moment particulier. On a eu, je crois, donc ça fait 5 ans qu'on bosse sur la boîte. Je pense qu'on a eu une embrouille qui était au tout début quand on levait des fonds, enfin qu'on essayait de lever des fonds. Et on avait un rendez-vous avec un VC et c'était moi qui suis en lead sur ces sujets. Et en gros, on disait au VC qu'on voulait lever tant. Lui, il nous a répondu, bah non, en fait, je pense qu'il faudrait plutôt lever X millions plutôt que Y. Et là, en fait, C'était plus ou c'était moins? c'était moins. Et lui, il a pris le lead en disant non, mais en fait, nous, je pense qu'il faut qu'on lève encore plus, machin. Et c'était la seule embrouille parce qu'on disait, bah, en fait, ce truc-là, si c'est moi qui suis en lead, tu peux pas me bypasser. Ouais, me bypasser parce que moi, j'étais pas d'accord avec ça. Et en fait, on a eu cette discussion une fois. Et après, on a une façon de fonctionner qui est basée sur une valeur d'Amazon qui s'appelle Disagree and Commit. C'est-à-dire qu'avant qu'une décision soit actée, c'est complètement libre, on critique. Je suis pas on se dit, d'accord, je suis pas c'est de la- d'accord, nanana. Et une fois en fait, donc Une fois que c'est tranché. ouais, et surtout en fait, il y a un lead sur les sujets qui va trancher. En fait, en gros, si Thomas c'est le lead, je lui donne mon avis, et après il choisit de suivre mon avis, de pas suivre mon avis, de consulter d'autres personnes, et à la fin il prend la décision. Et une fois qu'il a pris la décision, bah, il a 100% de mon soutien. Et on a toujours fonctionné comme ça, et ça marche très très bien. Ça demande un gros niveau de confiance. Et après, dans la pratique, la vérité, c'est qu'il y a très peu de moments où si tu as une opposition frontale, l'autre... Parce qu'en fait, comme tu respectes l'avis de l'autre, il va se dire, bah, il réagit comme ça, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Et donc, en général, on va trouver un terrain d'entente. Mais à la fin, ça marche bien, quoi. Tu parlais du lead. Je te demandais avant qu'on lance les caméras qui avait lead notamment sur la communication et que c'était parfois un vrai sujet, tu vois, de comment on donne de la place aussi dans les médias aux associés. Ouais. Et que parfois c'est des sources de confrontation, vaines ou pas, Ouais. sûrement vaines, et en même temps c'est que ça touche aussi à des sujets parfois d'ego ou de besoin de reconnaissance tout simplement. Bah, ça, je pense, c'est le deuxième critère que je recherchais chez un associé, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ego. Alors, c'est cristallisé. Je te racontais avant qu'on lance le podcast, j'ai des potes aujourd'hui qui ont des débats sans fin sur on monte une boîte, qui va être le CEO? Et en fait, bah, vous êtes 2, vous êtes 3. Enfin, de quoi on se parle? C'est pas un sujet pour maintenant. Pour l'instant vous êtes CEO de vous-même. Ouais, déjà, ouais. Mais, et puis en plus, en gros, moi, dans ma vision de l'association, c'est limite l'autre qui dit je pense que c'est toi qui devrais. Enfin, si on décide d'avoir un CEO, c'est l'autre qui dit je pense que c'est toi parce qu'en fait, tu apportes tel truc au projet et ça aura beaucoup de sens que tu sois toi le CEO plutôt que chacun cherche à tirer la couverture à soi. Donc je pense que pas avoir d'ego et savoir réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux pour la boîte, c'est un trait de caractère assez essentiel. Nous, au départ, on s'était dit on avait défini les rôles assez tôt en disant, bah, toi, t'es CEO, toi, t'es directeur général, machin. Aujourd'hui, en fait, on gère la boîte comme... En fait, ça n'a jamais été un sujet. On gère la boîte en tant que cofondateur. On a nos zones de responsabilité. Et je pense qu'on est vraiment vu comme ça par nos équipes. C'est-à-dire que il n'y a pas de chef entre nous. Et ça marche très bien. Et après, chacun doit trouver le modèle d'association qui fonctionne. Mais en tout cas, ouais, avoir des débats infinis, pas utile. Tu parles des associés? En voici un. Vous avez un message.
donc ton associé Thomas, qui a une question pour toi. Salut Emric, c'est Thomas, ton associé Thomas préféré. Petite question pour toi, si tu devais en garder qu'une, quelle serait pour toi l'anecdote la plus marquante depuis la création de 900 Care? Merci. Et il a une voix très enthousiaste. Ouais, il est très enthousiaste. Je fais une mini parenthèse, en plus ça me donnera le temps de réfléchir, mais il dit ton Thomas préféré, parce qu'avant j'avais, au moment où où je réfléchissais à me lancer dans l'entrepreneuriat, et j'étais encore en conseil au BCG, j'ai pris 3 mois off pour monter une marque de casquettes avec un autre Thomas. La marque s'appelait Emma, Emric et Thomas. Et du coup, c'est ma blague de dire qu'il est dans mon top 2 des Thomas préférés, le Thomas Arnaudot, donc mon associé actuel. Et après notre échange? Et après notre échange, Ouais. on n'a pas été associés. Ok. Donc après, ouais, On aurait pu annoncer un truc, faire un, c'est ça, ouais. un scoop là. Peut-être qu'il du coup, il passera dans le top 3. Quoi. Je veux bien faire des t-shirts, hein, si tu veux. Ouais, Des petits shorts, sinon, pour YouTube. pas mal. Des YouTube shorts. Ouais, Voilà. très bien. On peut faire ça. Et après, l'anecdote la plus marquante, c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Non, une La première qui vient, je pense. qui nous a fait beaucoup rire. J'espère qu'il nous en voudra pas, mais c'est une anecdote quand on cherchait à lever des fonds, notre premier tour, et on était allé voir Augustin, de Michel et Augustin. Ouais. Paluel Marmont. Ouais, pour lui présenter notre concept. Et donc, on arrive avec nos protos de pastilles à croquer. Donc, nos dentifrices, c'est une petite pastille qu'on croque et on se brosse les dents avec. Et après, on recrache. C'est un dentifrice. Et donc, on arrive, on lui montre le truc. Et là, il nous écoute à moitié. Il prend le truc, il se met à le mâcher. Il l'avale, il dit « Ah, c'est pas très bon, votre truc. » Et finalement, il n'a pas... Donc, il n'a pas investi. Il n'a pas investi. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué. C'était un truc vraiment très drôle à vivre. On est sorti de là en se disant... D'ailleurs, on ne lui a pas dit que c'était pas comme ça qu'on l'utilisait. On était en mode... Ah merde. Après, une fois, en fait, il est allé tellement vite que... Voilà, donc s'il nous écoute, j'espère qu'il nous pardonne. J'espère qu'il digérera cette offense. Ouais, c'est ça. Sur les temps forts de 40 nuances de Next, il y en a quelques-uns par lesquels j'aimerais te faire passer, notamment celui-ci. Toute première fois, et toute première fois, et toute première fois, et toute première fois. Je crois qu'on a refait le jingle pour éviter les droits. Ok. C'est le moment des premières fois, donc je te lance question ping-pong rapide. Première déception autour de la boîte. Je pense Monoprix. Ok. Dernière nuit blanche. Pas une nuit blanche. 0. On protège c'est le premier bloc, on protège le sommeil, c'est un truc hyper important. Ok. Première connerie. J'ai aussi envie de dire sans doute Monoprix, mais pour dire autre chose. Non, la première connerie, c'est la timeline initiale. On pensait on a commencé à bosser en juillet 2019. Notre première roadmap, c'était de dire on lance en janvier 2020. Et en fait, ça a mis 1 an de plus que ce qu'on avait prévu pour avoir les produits. Faut tenir. Ouais. Mais c'est aussi un truc qui nous a permis de nous lancer. Donc, est-ce que c'est une connerie, est-ce que c'est pas une connerie? Finalement, l'optimisme de l'entrepreneur, c'est aussi le truc qui fait que tu te lances et derrière Puis tu vas. Ouais. Dernier doute. Dernier doute, c'est les questions qu'on se pose autour de où est-ce qu'on alloue nos ressources. Est-ce qu'il faut plus investir sur l'international? Est-ce qu'il faut commencer maintenant à creuser un relancement du retail? Comment est-ce que tu staffes tes équipes? Où est-ce que tu mets? Il y a tout le temps plein de doutes. Mais je pense que les plus gros doutes qu'on a, c'est sur les allocations des ressources. En fait, tu as un temps limité. Comment est-ce que tu alloues tes ressources financières, humaines, etc. Premier ego trip. Ça veut dire quoi, ego trip? C'est un moment où tu te dis putain, on a fait ça, ou t'es en une de tel magazine. Ouais, je pense que le premier ego trip, c'était pour le coup encore une fois Monoprix, c'est-à-dire en fait, faut imaginer la première fois que tu vois tes produits dans un supermarché, tu te dis mais attends, mais c'est moi ça, c'est incroyable comme sentiment pour le coup. Ça devient vraiment tangible, quoi. J'imagine. Ouais. Et puis tout le monde t'en parle. Ouais. Non, mais c'est exceptionnel. T'as l'impression de passer dans une autre catégorie. Premier truc que t'aimerais partager. Là, je te laisse au choix. Partager. J'aimerais partager.
À qui? À des... À nous, à moi, à vous. Non, mais ouais, je pense, premier truc, si on pense aux entrepreneurs de demain, le premier truc, c'est choisissez bien votre associé. C'est peut-être ça le premier truc. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Je sais que tu m'as dit tout à l'heure sur quoi tu allais partir et j'ai complètement oublié. De quoi on parle? On parle entrepreneuriat à impact. Et pourquoi ce serait bien... Enfin, voilà, comme tu disais, hein, les gens qui nous écoutent, c'est les gens qui vont monter des boîtes demain. C'est la génération qui arrive. Et moi, je pense que ça doit être la génération de l'entrepreneuriat à impact. Je pense que si tu regardes, on est dans un moment qui est incroyable pour faire de l'entrepreneuriat à impact en Europe. Parce que l'Europe, c'est le marché qui est le plus sensible à ça. Je suis persuadé qu'on a des défis qui sont tellement gigantesques que non seulement c'est très important de le faire, mais en plus, ça fera des très très beaux business. Et on est au cœur du réacteur. Il y a 12 000 fonds à impact, il y a 15 000 subventions qui existent, tout le monde a envie d'y aller. Et en fait, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent, mais pas assez, il faut que les gens se lancent. Et ce qui est important, et on en parlait un petit peu dans le vrai faux du début, c'est de comprendre que l'entrepreneuriat à impact, c'est pas un sous-entrepreneuriat, c'est pas un entrepreneuriat plus difficile. Au contraire, ça peut vraiment être une force. Souvent, moi, j'ai l'impression que quand on parle d'entrepreneuriat à impact, les gens se disent « Ok, Il n'y a pas de modèle. Ouais, il n'y a pas de modèle. Ou alors, on va essayer de faire la même chose que le mec qui n'est pas à impact à côté, mais on va se mettre en plus des bâtons dans les roues, donc en fait, on ne va jamais y arriver. » Et je pense qu'il faut complètement renverser la table et penser au truc de façon complètement différente. Si tu regardes nous, au départ, on part d'un constat d'impact en disant, bah oui, vu qu'il y a 90% d'eau, bon, déjà, ça génère plein d'émissions de CO2, et comme c'est liquide, ben, tu es obligé de le transporter dans du plastique jetable, tu vois. Donc on se dit, comment est-ce qu'on change ça? On a notre idée de dire, on envoie juste les ingrédients actifs. Sauf qu'une fois que tu as fait ce constat, tu tires le fil et tu te rends compte qu'il y a plein de bénéfices. Alors, le bénéfice le plus évident, et celui dont tout le monde parle, c'est un bénéfice de communication, de positionnement. Mais je pense que c'est vraiment aujourd'hui pas un driver de choix, donc c'est pas le plus gros bénéfice. En revanche, tu as des bénéfices opérationnels de dingue, parce que ça coûte moins cher à shipper, ça prend moins de place. On a on a créé une usine à Saint-Étienne. Cette usine, elle est fantastique parce que... en gros, elle fait 10% de la taille d'une usine classique, parce que tout est plus petit. Tu as besoin de zones de stockage plus petites, vu que tu manipules que 10% du poids. Tu as des plus petites mélangeuses, tu as des plus petites machines à compacter, tu as besoin de moins de staff. Du coup, tu fais bosser des enfants. Oui, exactement. Des tout petits, voilà, ou des personnes de petite taille, tu vois. Mais non, en gros, tu as moins de staff. Donc, tu as une usine qui est beaucoup plus efficace en termes à la fois environnemental, mais aussi économique. Tu as une structure de coût qui est avantageuse parce que tu as enlevé des coûts qui ne servaient à rien comme le plastique jetable. Et donc, ça te permet d'avoir un super produit qui est fabriqué en France et qui a un prix... à terme, on sera moins cher que les grandes marques. Et c'est ça qui est super excitant. C'est de dire que non seulement tu as réinventé l'industrie d'une façon plus vertueuse, mais en plus, tu as un business model qui est plus efficace. T'as cet adage qui dit qu'il faut répondre à un besoin quand tu lances ta boîte. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est qu'il y avait un vrai constat, un vrai problème, mais que c'était pas un besoin. Ouais. Ce qui explique aussi que ça a pris plus de temps à prendre. C'est sûr. Ça, je suis assez d'accord. Je pense que, en fait, il y a un besoin, mais qui n'est pas un besoin primaire. Pour moi, en fait, la bonne comparaison, c'est back market. Ouais. Tu vois, back market, c'est intéressant parce que les gens achètent, et moi le premier, parce que ça coûte moins cher. Et t'en parles parce que c'est écolo. Tu dis à tes potes, bah regarde, c'est super, moi c'est du reconditionné et tout. Et en fait, c'est cette dichotomie le driver principal d'achat chez Back Market, c'est le prix. Et le driver de bouche à oreille, c'est le côté écolo. Et je pense que dans notre catégorie, c'est la même chose. En fait, il faut avoir avant tout un super produit. Et les gens vont t'acheter parce que ton produit est super, c'est-à-dire qu'il est agréable, il coûte moins cher, etc. Et en plus, après, tu as le côté écolo. Et je pense que c'est un peu le truc aussi qu'on a appris, c'est qu'au départ, on rentrait beaucoup par cet angle écolo, cette proposition de valeur. Et là, on est en train de beaucoup aller chercher justement tous les autres aspects qui font que tu as envie d'acheter un gel douche. Moi, je vais arrêter de dire qu'on reçoit les meilleurs entrepreneurs de France, je vais dire que c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Toujours dans les incontournables de 40 nuances de Next, c'est le moment où je te donne les clés du pays. Parce que c'est notre projet.
Aymeric Grange, je te donne les clés du pays ou de Matignon, parce qu'on est en plein moment où on cherche un Premier ministre. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Alors moi, Premier ministre, je pense que je proposerais une réforme de la fiscalité pour prendre en compte des paramètres écologiques. Et notamment, une des mesures qu'on avait poussées dans une tribune l'année dernière, c'est la TVA verte. Aujourd'hui, tu as un truc qui est assez absurde, qui est que quand tu vends un produit polluant, par exemple un produit qui a du plastique à usage unique, le coût de cette pollution est supporté par l'ensemble de la société. Quand tu vends un produit qui n'est pas polluant, tu enlèves des coûts pour la société, sauf qu'en fait, ton produit il est taxé autant que le produit polluant. Et donc la TVA verte est... Et comme, mine de rien, c'est un nouveau produit, etc., tu as peut-être aujourd'hui des coûts un peu plus élevés. Et donc, finalement, tu te retrouves à avoir un produit qui est plus vertueux pour la société, sur lequel tu payes autant de taxes et qui va être pricé un peu plus cher. Plus difficile en plus à vendre. Ouais, parce qu'il est plus cher, parce que tu supportes... En fait, toi, tu intègres là où les produits polluants vont externaliser leurs externalités négatives, toi, tu les prends sur ton PNL, et donc c'est une source de coût pour toi de faire un truc plus vertueux. Et donc la TVA verte, c'est un mécanisme qui serait super intéressant, parce que ça permettrait de dire... De rééquilibrer les forces. Voilà, quand tu as un produit qui est plus écolo, tu sais que tu vas faire supporter moins de coûts à la société, et donc tu payes moins de TVA, ce qui permet à ces produits-là d'être plus abordables, et donc d'être plus achetés par les gens, sachant qu'à la fin, si tu calibres bien ton truc, normalement, tu as un équilibre qui se fait, puisque bien sûr, tu as moins de rentrées avec la TVA verte, mais d'un autre côté, tu as aussi moins de coûts pour la société. Tu pourrais imaginer un bonus-malus et que pour certains, ce soit au-dessus de 20%. Exactement, ouais. Ouais, ça pourrait le faire à l'inverse. Je préfère le côté incitatif que punitif. Tu la voyais à combien, la TVA verte? Je sais pas, 10, tu vois, ce serait un bon point de départ. Tu divises par 2, ça te permet de gagner, tu vois, sur un produit comme le nôtre, une vingtaine de centimes, et ça permet de dire, oui, il y a une vraie incitation. Et après, bien sûr, il y a plein de difficultés, c'est-à-dire que le risque, c'est que derrière, les gens disent, en fait, ça va être répercuté sur les prix. Donc peut-être qu'en effet, le malus, la TVA rouge ou la TVA noire, ce serait peut-être plus pertinent, parce que là, ce serait répercuté sur les prix et pas... Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on paye le vrai coût des choses. Aujourd'hui, quand tu vois, je sais pas, l'avion, certains prix de EasyJet, où en fait ça coûte moins cher d'aller à Barcelone que d'aller dans la ville d'à côté en train, tu te poses des vraies questions quand même de comment est-ce qu'on taxe ces produits-là à leur juste valeur. Ce qui aura de la valeur aussi, Aymeric, c'est de partager une claque réelle, entrepreneuriale que tu as pu vivre dans ta vie. Le moment où tu tombes fort. Idéalement, tu te relèves. Je vois dans mes notes, et c'est un problème, c'est que tu avais choisi Monoprix. Alors, je vais peut-être le formuler différemment. Alors, bouge pas. Ouais. Waouh! Bam! On entend l'autre joue. Ouais. Alors, moment entrepreneurial difficile. Alors, c'est lié à Monoprix, dont on a beaucoup parlé, mais en fait, c'est vraiment le moment de la réalisation. C'est fin 2021, où on se dit, en fait, on ne va pas y arriver. On venait de lever de l'argent, on avait fait plein de recrutements, on avait une structure de coûts qui avait explosé, et le site décollait pas trop, parce qu'on n'avait pas la bonne offre, notamment. On n'avait pas encore pensé à ce modèle de kit d'essai, donc on vendait des bundles, c'est très cher, et Monoprix, c'était en train de ne pas marcher. On avait bien compris que tu ne re-signerais pas. Oui, voilà. Donc, et là, on a eu vraiment un moment, je me rappelle, on était dans notre salle de réunion. Et tu passes de l'hype où tu vends pour centaines de milliers d'euros à Monoprix, et puis tu sais qu'en fait, là... Ouais, et en l'espace de quelques mois, tu vois. Et donc, on avait ce truc, on s'était dit, là, on a globalement, je ne me rappelle plus exactement, mais cramé la moitié de la levée. Et en fait, on n'y arrivera pas, quoi. Ça ne va pas marcher. Et donc, on a eu vraiment ce moment, cette discussion avec Thomas. On était dans une salle de réunion, on se disait, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, ce qui est intéressant, et on a eu plein d'exemples comme ça, mais c'est que c'est le moment où tu es au pied du mur que tu vas prendre les meilleures décisions. Et donc là, on s'est dit, OK, il faut qu'on tente un truc complètement différent. Premier truc, c'est de dire, on va arrêter de passer du temps sur Monoprix. C'était un choix assez fort, parce que tu peux te dire, aujourd'hui, mine de rien, même si ça marche pas très bien, ça nous rapporte du temps. Peut-être que si on reste un an de plus, ça nous donne... On s'est dit, en fait, on n'arrivait pas à faire les deux.
On s'est dit, il y a un truc, on a un vent de face qui est Monoprix parce que nos produits, ils sont pas connus, ils sont trop petits, machin. Et un truc, on a le vent dans le dos, c'est le online parce que là, tu peux expliquer avec des vidéos, ton produit, il coûte pas cher à shipper. Donc, on s'est dit, on se concentre sur le online et on va changer, on va tenter un truc complètement différent sur notre offre. Et c'est là qu'on a tenté le kit d'essai en se disant, OK, plutôt que de donner de l'argent à Facebook, en fait, faisons tester le produit, même si on ne va pas gagner d'argent sur cette première commande. Et après, les gens sont abonnés et on verra si ça marche. Et ouais, c'était un moment vraiment super dur. Le moment où tu as ce biais d'entrepreneur de dire tu vas y arriver. Toujours. Tu es optimiste. Et en fait, la plupart du temps, tu es quand même. Tu as une forme de. Forcément, tu te voiles un peu la face sur certains trucs. Il y a plein de moments où tu ne regardes pas la réalité en face. Et là, c'était un moment où vraiment on a regardé notre BP et on s'est dit, en fait, voilà, genre. Enfin, on peut mettre les hypothèses qu'on veut dans le tableur Excel, mais la vérité, c'est que c'est que Monoprix va s'arrêter et que personne ne rachète sur le site. Enfin, je tire un peu le trait. Et du coup, il faut qu'on se bouge le cul pour trouver ça. Donc ça, c'était grosse claque, mais claque super salutaire. J'aime beaucoup la réflexion autour là pour le coup, du non et du renoncement. Se dire, ça, on arrête et en fait, on se concentre. C'est très difficile pour un entrepreneur d'arrêter quelque chose. C'est super dur, mais c'est vraiment... il y a une citation de Steve Jobs que je vais très mal retranscrire parce que je l'ai pas exactement en tête mot pour mot, mais globalement, il explique que beaucoup de gens pensent que le focus, c'est de décider à quoi tu vas dire oui. Et en fait, le focus, c'est de dire non à 150 idées qui seraient très bonnes. Et quand il revient chez Apple, après s'être fait évincer, avoir lancé différentes boîtes, et il revient, Apple a un catalogue de produits qui est pléthorique. Et lui, il arrive, il fait une matrice, il dit, OK, il y a personal business, et il y a portable et fixe, et on va faire 4 produits. Et c'est comme ça qu'en fait, il a relancé complètement la boîte. Il a arrêté, 25 lignes de produits sur lesquels les équipes bossaient pour se concentrer sur 4 trucs qu'il a fait à la perfection et ça a transformé la boîte. Et en fait, ça, c'est hyper inspirant. Et nous, on essaie de fonctionner comme ça. Chaque quarter, on se dit, il y a une prio et on va bosser que là-dessus. Et on va, en fait, faire bouger le curseur. Quand tu dis ça, chez 900 Care, ce quarter, la prio, c'est ça. Ça veut pas dire que tu fais plus le reste, mais c'est que tu as X% du temps des équipes qui est consacré à ça, ou que tu montes une petite team à qui tu donnes les moyens de se concentrer là-dessus. C'est comment, dans l'opérationnel, tu organises ça, se concentrer? C'est qu'en gros, tu dis, voilà la priorité. Chaque équipe, ensuite, remonte son plan pour dire comment est-ce que je vais contribuer à cette priorité. Et la règle est explicitement de déprioriser tous les trucs qui ne sont pas sur cette priorité. Alors bien sûr, évidemment que tu as des affaires courantes à gérer, mais l'idée, c'est de se dire... tu dois avoir 20% ou 30% de ton temps sur les affaires courantes et 80-70%, 70% sur la prio. Quand on dit ça, c'est un peu comme, tu vois, quand on dit au ministre, il faut me virer la moitié des trucs qui servent à rien avant de reproposer une loi X ou Y ou d'autres normes. Quand tu fixes une priorité, que tu dis chaque équipe remonte comment elle va contribuer au projet, tu leur demandes aussi en même temps de dire ce qu'elles vont déprioriser. Oui. Ok. Ouais. En fait, c'est à la fois explicite et implicite, mais en gros, tu as défini tes prios, on a revu tes prios ensemble. Si c'est pas dans la prio, en fait, tu ne dois pas travailler dessus. Ou alors qu'on ait la discussion. Mais je te donne un exemple. Si aujourd'hui, nous, notre priorité du quarter, c'est expérience client / rétention. Les deux sont liés, hein, parce que plus tu as une bonne expérience client, plus ta rétention augmente. Et bah, de manière explicite, on a dépriorisé tous les efforts sur le panier moyen. C'est-à-dire qu'on ne va rien lancer sur le panier moyen. On ne va pas tester un nouveau funnel, on ne va pas lancer de nouveaux produits. Enfin, c'est pas la prio. Juste, on travaille sur la rétention et on fait que ça. Et je trouve que c'est une façon beaucoup plus efficace parce que tu vois des vrais changements. Donc, c'est très, très motivant pour les équipes. Parce que tu te dis, on est là au début du quarter, on va arriver là à la fin du quarter. Et quand elle le voit, en fait, tu as une vraie sensation on l'a de fait. satisfaction. Alors que tu sais à quoi c'est dû. Ouais, exactement. Alors que parce que théoriquement, tu pourrais dire sur une année, tu vois, on a une prio par quarter, tu pourrais aussi dire, je fais 25, 25, 25, 25 toute l'année. Sauf qu'en fait, tu n'as pas cet effet de... Tu vois, tout le monde est centré autour d'un but. Oui, de combat, du drapeau à aller chercher, à soulever ensemble. Ouais. Et ça, le focus et renoncement, c'est hyper important. Quelle est la décision la plus courageuse que tu as dû prendre avec ton associé ?
C'est toujours des décisions people, je pense. Il n'y en a pas une, mais c'est de savoir rapidement couper quand ça ne marche pas. Et c'est très dur parce que personne n'a envie d'être dans ce rôle-là, mais c'est On n'est pas préparé à ça quand on est entrepreneur. Quand tu lances ta Ouais. boîte, tu projettes les recrutements, tu projettes pas Ouais. de te séparer des gens. Ouais, et c'est super dur, mais en fait, à chaque fois que tu le fais pas, que tu repousses, en gros, tu sais très bien. Ce qu'on arrive à spotter maintenant, c'est on sent quand quelque chose ne va pas marcher. Et aujourd'hui, on est capable d'arrêter très tôt. Et de le faire plus vite qu'avant. Et c'est génial. Parce qu'en fait, toutes les équipes se rendent compte que ça ne marche pas, comprennent pas pourquoi il y a une personne qui est traitée différemment, parce qu'on est très exigeant avec tout le monde et ils ont l'impression qu'il y a des passe-droits. Et là-dedans, en fait, tu as vraiment. Moi, je le vois comme une matrice entre fit et compétences. Il faut les deux. Il faut les deux. Donc voilà. Et souvent, tu as du mal à te séparer de quelqu'un qui est très compétent et qui fit mal. En fait, les deux cases, pas compétent, qui fit pas, c'est assez facile. En fait, t'as pas envie d'être là et en plus, c'est pas bon à ton taf, va faire autre chose. Et c'est mieux pour Jusqu'ici, ton- tout le monde est d'accord. Ouais. Quelqu'un qui est très bon fit, mais qui est pas compétent, en fait, assez rapidement, tu as des éléments factuels pour lui dire, bah non, ça marche pas. Là où c'est très dur, c'est quelqu'un qui fit pas très bien, mais qui est très compétent. Parce que tes éléments factuels, tes objectifs et tout, il les atteint. Toi, tu te dis, en fait, c'est quand même confortable d'avoir quelqu'un qui est bon dans son taf. Et en fait, c'est peut-être le pire truc parce que le verre est dans le fruit et ça va vraiment faire pourrir tout, Oui. créer du ressentiment dans les Puis en équipes. parallèle, la boîte grandit. Ouais. Et tu. Et après, oui, Ouais. cette personne, elle va être amenée à avoir un rôle et à modeler aussi certaines personnes. Et donc, en fait, tu es vraiment en train de créer un truc Dans la qui culture va... de la boîte, ça peut être plombant. Ouais. Et ça, c'est super dur. Très dur à spotter, très dur. Et c'est là que c'est aussi important d'avoir un associé avec qui tu peux taper la balle. Évidemment. Là-dessus, je reste sur cet exemple parce que je le trouve ultra. En fait, le fait d'avoir mis cette matrice, tu vois, ça permet de discuter. Mais comment tu te sépares de quelqu'un qui le fit passe pas, tu juste ça passe pas. Tu es obligé de trouver quand même des éléments factuels à un moment pour mettre du. En fait, ça dépend beaucoup de à quel moment tu te sépares. Mon conseil, c'est de réussir à spotter ça Avant la fin de la avant période la fin de la d'essai. période d'essai. Voilà. Et en fait, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire au moment de la période d'essai. Et c'est pour ça que c'est super important en fait, de savoir couper tôt, parce que si tu as un doute, c'est sûrement que... C'est aussi des trucs sur le fit qui sont très difficiles à changer. Une compétence, tu peux l'apprendre. Façon de travailler, valeur, c'est beaucoup plus dur. Et donc, pas hésiter à couper tôt. Et donc sur ces deux trucs un peu middle, tu vois, ce qu'on a parlé des extrêmes, t'es mauvais, ça fit pas, ok, t'es bon, ça fit, ok. Ouais. Entre les deux, tu préfères quelqu'un avec qui ça fit, qui a pas toutes les compétences? Ouais. Oui. Ouais, Ok. sans hésiter. Sans hésiter, parce que, en fait, cette personne... Tu vois, en fait, à choisir, cette personne, tu peux aussi la mettre à un autre rôle. Tu peux, tu vois, dire, bah ouais, je pensais que tu allais diriger l'équipe, mais en fait, bah, c'est mieux que tu fasses ce rôle de contributeur individuel. Si elle fit bien, en plus, c'est une personne qui saura aussi s'adapter et se rendre compte qu'elle n'est pas au niveau pour le rôle attendu. Donc, dans tous les cas, c'est pas idéal. Dans tous les cas, tu veux des stars qui fit bien, mais si tu dois choisir, c'est beaucoup mieux de prendre quelqu'un qui est un peu moins bon, parce que tu te dis les compétences, ça peut ça peut s'apprendre, ou tu peux le mettre dans un rôle où ses compétences s'exprimeront mieux, alors que l'autre, c'est beaucoup plus dur à coacher. Ça m'amène à la question Pascal Lorne, qui est un autre dirigeant du Next 40, le patron de GoJob, qu'on a aussi appelé question plafond de verre. Mais tu parlais des compétences. Nous-mêmes, en tant que dirigeants, on a des plafonds de verre. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à atteindre, ou des choses parfois mentales qu'il a fallu craquer. Toi, quel plafond de verre t'as réussi à péter pour arriver là où t'es? Première question. Ouais. Et la seconde, c'est quel est le plafond de verre aujourd'hui qui te reste à péter personnellement? Alors sur le premier plafond de verre, je pense que c'est assez clair, qui est qu'aujourd'hui, Étienne de Madines le disait, on me voit beaucoup sur Instagram, et c'était un truc qui a jamais été en fait une volonté. C'est-à-dire que ça a été vraiment drivé par c'était ce type de vidéo qui performait bien, parce que je pense que les gens en ont marre de voir que des marques complètement anonymes, et du coup de voir le fondateur qui prend la parole, c'est un truc qui est très puissant. Et du coup, j'ai dû vraiment me faire violence pour réussir à faire ça. Et
incarné en fait beaucoup la marque, alors que le point de départ, c'était plutôt de dire non, mais nous, la star, c'est le produit, et on n'a jamais voulu vraiment incarner la marque. Ça s'est fait vraiment de façon très organique. On a eu une vidéo sur Brut qui a cartonné, qui était une vidéo où je racontais le truc, et en fait, on s'est dit, on va la répliquer. Donc ça, c'était un plafond de verre. Et après, je pense que là, le plafond de verre sur lequel je travaille, c'est comment est-ce que tu rends la boîte plus indépendante de toi. Aujourd'hui, on est encore, Thomas et moi, beaucoup dans l'opérationnel. Et comment est-ce que, en fait, donc c'est à la fois au niveau du recrutement, mais à la fois aussi à la façon dont tu gères les équipes, quand tu les fais grandir, pour qu'elles puissent prendre de la place, s'approprier la boîte, et tu vois, que ça devienne vraiment leur boîte. C'est ça qui est un vrai truc. C'est pas la boîte d'Aymeric et Thomas, c'est la boîte d'un collectif. Et ça, c'est pas facile parce que... Quand on parle un moment de désincarner, Ouais. de sortir en fait de la pure incarnation et que tout passe par les dirigeants, c'est des sujets qu'on aborde beaucoup avec les entrepreneurs dans Cash Out qui ont vendu leur boîte, Ouais. où c'est plus facile de vendre quand c'est plus uniquement toi et que c'est pas un tutu personae. Est-ce que c'est un sujet auquel tu penses déjà, auquel vous avez déjà pensé? Parce qu'en plus, quand tu fais venir des fonds, à un moment, il y en a certains qui voudront sortir. Ça peut être une des trajectoires. Ouais. Comment tu appréhendes tout ça? Alors, on n'y a pas réfléchi explicitement. Aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est incarné, mais c'est parce que globalement, je pense pas que les gens ils achètent parce que... Parce que c'est toi. En fait, j'ai pas de personnage public. C'est-à-dire que je suis pas un entrepreneur influenceur. C'est-à-dire que personne connaît Aymeric Grange. C'est juste que c'est ma tête qu'on voit sur les vidéos. Et je pense que globalement, demain, tu as un très bon acteur c'est juste que moi, je connais très bien le pitch. Je coûte 0 €. En tout cas, je coûte que du temps. Et donc, du coup, on le fait pour ça. Mais je pense que je serais assez... que je pourrais être remplaçable... globalement assez rapidement. C'est pas un truc auquel on réfléchit activement. Ok. Le fait d'être beau, ça doit jouer aussi pour incarner une marque de produits d'hygiène? Non? Je sais pas. Ok. Fausse modestie? Non. Honnêtement, j'ai pas... Mais tu te dis pas, faut que je travaille mon hygiène, ma gueule, tu vois, faire un peu de sport. J'essaye de me brosser les dents avant, mais non, en fait, je pense que nous, un des aspects, c'est vraiment ce côté authentique et transparent. Tu vois, on va mettre sur notre site les mannequins. La grande majorité des mannequins, c'est des gens de l'équipe. On va mettre en avant dans notre flow d'onboarding, on a un mail par jour pendant 10 jours, rédigé à chaque fois par une personne de l'équipe différente. Et on essaye d'avoir un truc très authentique, très vrai. Et tu regardes mes vidéos, je suis pas très bien coiffé, je pense que ce qui marche, c'est plus le côté, tu crois à ton truc et t'es passionné, plus que, en tout cas, on réfléchit pas particulièrement à. J'ai pas de coach sportif pour me dire il faut que je prenne, des pecs et des biceps pour plus vendre mes produits. C'est pas. Juste avant qu'on se quitte, mon cher, tu as face à toi 2 téléphones, un qui t'amène dans le passé. Je crois que c'est celui-là. Et un qui te projette vers le futur. Ok. Je pense que je pense objectivement que le jaune, on y a déjà répondu. Ok. Moi, je serais toi, je décrocherais le noir, mais en vrai, tu décroches bien celui que tu veux. Ok. Allez, je vais suivre ton... Je décroche. Ouais, tu peux le mettre au casse, ouais. Bonjour. Je passe te prendre demain pour un voyage dans le passé et te ramener en l'an 2000. Réfléchis bien à ce que tu aimerais pouvoir changer. Une intervention dans le passé pourrait provoquer une véritable rupture du continuum espace-temps. Ok. Qu'est-ce que j'aimerais changer? T'es prêt, Marty? À ma vie? Ouais. Je pense qu'un truc, mais encore une fois, c'est toujours ce genre de truc. Moi, je suis très content de là où je suis et globalement, je suis très content du parcours. T'as le côté effet papillon en disant si je bouge un truc, c'est. Mais si je me reprojette, je pense que pendant longtemps, j'ai une barrière mentale qui était cette barrière mentale de l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, etc. Je viens d'une famille de médecins. J'avais personne qui était dans l'univers de l'entreprise. Je pense que pendant longtemps, j'ai voulu faire des choix qui maximisaient rationnel. Mes options. Ouais.
Mais vraiment dans cette logique de maximisation des options. Donc, j'étais bon à l'école, donc j'ai fait une prépa. Ensuite, c'est bien passé, donc j'ai fait HEC. Ensuite, je me suis dit, je vais faire du conseil. Parce qu'à chaque fois, je me disais, c'est quelque chose qui est très large. Et je pense que un des trucs que j'aurais aimé pouvoir faire différemment, c'est plutôt d'assumer ma singularité et de me dire, tu as le droit de sortir des sentiers battus, c'est pas grave de pas suivre tout le temps la voie tracée, et tu peux en fait prendre, entre guillemets, des risques plus facilement, quoi. Et en même temps, c'est plus facile de sortir des sentiers battus quand tu es sur l'autoroute. Et exactement. Enfin, Donc, après, c'est une question de mental, mais je veux dire, c'est à la fois facile et t'es pas mieux facile. armé. T'es mieux armé, t'as le côté aussi cache doré. Et après, honnêtement, tu vois, je trouve que t'apprends tellement de trucs dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est incomparable avec ce que j'ai pu apprendre dans mes études en conseil. Et pourtant, j'ai fait des super études. Je suis très content. Avec conseil, j'ai appris plein de trucs. J'ai bossé avec des gens fantastiques. Mais mon développement personnel depuis que je suis entrepreneur a rien à voir. Enfin, j'ai l'impression Et du coup, je me dis, c'est dommage. Parce que pendant longtemps, je me suis un peu cantonné à un rôle. Tu vois, ce qui est, par exemple, quand tu es consultant, tu te rends compte qu'il y a des muscles que tu n'exerces pas du tout. La créativité. Aujourd'hui, un des trucs qui me fait me lever le matin, c'est je bosse beaucoup sur les contenus digitaux, donc avoir des idées de script, des idées de hook, de machin, c'est un truc que je trouve vraiment énergisant. Et c'est un truc, je me disais, mais je suis incapable de le faire, tu vois. Enfin, c'était même pas un, tu vois. À l'époque. À l'époque, ouais. En fait, tu es capable, mais juste, tu te mets pas dans la situation, c'est sûr que tu n'y arriveras jamais, quoi. Et donc, c'est ça, c'est se dire, pas de se mettre de barrière mentale, pas se dire, il faut que je suive vraiment le truc et assumer le fait que tu vas tester des trucs. Et d'ailleurs, un conseil, c'était à notre discours de remise de diplôme d'HEC, il y avait l'ancien PDG de Unibail-Rodamco, qui était j'ai oublié le nom, mais qui était le plus jeune PDG d'Unibail-Rodamco. Guillaume Poitrinal. Ouais, voilà, Guillaume Poitrinal. Et qui, lui, disait qu'il pensait à sa vie en chapitres de 5 ans, et que tous les 5 ans, il voulait avoir bougé. Et donc, il a pris cette décision, alors c'est peut-être son storytelling, je ne sais pas, mais forte, de dire, je suis le plus jeune PDG du CAC, et je pars de mon taf de CAC pour monter une boîte qui va faire... Il a racheté une boîte, ouais. Je trouve ça génial. En fait, je trouve ça super inspirant. Et j'espère, moi, que j'aurai différents chapitres dans ma vie. Enfin, j'en ai déjà eu des beaux et généralement, l'entrepreneuriat, c'est pour 10 ans. À quelques exceptions près. Ouais, non, mais alors, 5 ans, 10 ans, mais en tout cas, se dire, tu as des chapitres dans ta vie et t'avances. Et c'est OK de faire des trucs complètement différents plutôt que rester dans la même, tu vois, bloqué sur le même chapitre toute ta vie. C'est. Voilà. Donc. Tu as évoqué, c'est une rubrique qu'on va lancer avec toi. Si on doit faire un tuto Aymeric, et en l'occurrence, tu me parlais de hook sur les contenus digitaux, comment on fait un bon contenu digital qui performe sur Insta, TikTok, YouTube ou que sais-je? Alors, je pense, premier truc, c'est il faut que ça ait l'air organique. Donc, en fait... faut te filmer à l'iPhone, quoi. Ouais, mais surtout, en fait, c'est... regarde les contenus que toi, tu regardes sur Instagram, en Reels, etc. Qu'est-ce qui te parle et te dire comment est-ce que toi tu le ferais pour ton produit ou pour ton histoire personnelle. Le deuxième truc que je trouverais hyper important, c'est de raisonner de façon visuelle. En fait, on est dans un monde visuel. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre parce que comme je viens du parcours prépa, etc., j'ai l'habitude des dissertations, des mots, etc. En fait, une image vaut 1000 mots. C'est très, très clair. Et après, le troisième, c'est de admettre que tu sais pas. Tu sais pas ce qui va marcher. Et donc, une fois que tu as fait ce constat, il faut juste que tu testes énormément de choses. Et donc, en fait, quand tu fais une vidéo, si on parle du hook en particulier, t'en fais pas un, t'en écris 10. Et bien sûr, il y en a 9 qui marchent pas. C'est quoi que t'appelles un hook? C'est les 3 premières secondes. Mais tu vois, ça peut être, dans le cas de, si je pitch 900 Care, ça pourrait être un hook plastique. Ah, je me suis rendu compte que j'avais consommé tout ça de plastique, et donc ça m'a fait réfléchir et j'ai lancé 900 Care. Ça peut être le hook eau. Voilà, j'ai vu derrière ma bouteille qu'il y avait X% d'eau. Scandale. Ouais, scandale. Et ça peut être un hook santé. Voilà, j'ai scanné mes produits Yuka sur le supermarché, c'est vraiment dégueulasse. C'est pour ça qu'on a lancé ça.
Et en fait, tu testes plein de choses différentes. Ça peut être des hooks beaucoup plus visuels. On avait à un moment un hook qui marchait très bien, qui était juste un post-it où il y avait marqué « Arrêtez d'acheter de l'eau ». Enfin, en fait, tu penses à 12 000 trucs différents. Et en fait, tu vas voir que tu as des différences de perf qui sont stratosphériques entre ça. Et le hook qui a le mieux marché? Le hook qui a le mieux marché, historiquement, c'est celui de dans un gel douche, il y a ça d'eau, il y a ça de gel douche. Voilà, très visuel, tu vois, avec les doigts. Ah ouais. Voilà. Là, on a un hook qui marche pas mal, qui est un hook, on appelle hook découpage. Donc, c'est sur notre produit, le DOB. Parce que le DOB, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une quantité de plastique absurde par rapport aux quantités de produits qu'il y a dedans. Donc ça, je peux te le raconter, mais en fait, ça marche mieux si je te le montre. Ouais. Donc, je prends un couteau à pain et je découpe un DOB et je le verse dans un verre et je dis, regardez, en fait, dans votre DOB, il n'y a que ça et regardez tout le plastique qu'on jette. Super visuel et ça marche à tous les très coups. bien. Voilà. Le hook, c'est important, les 3 premières secondes pour capter les gens. Et après, c'est pareil, c'est de la rétention jusqu'à la transformation. Et la conclusion, elle est essentielle aussi. Ouais. Alors après, donc du coup, là-dessus, c'est des structures qui sont un peu plus... en général, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un hook. Enfin, je vais faire 10 hooks, mais une seule structure de vidéo sur la première version. Et la structure vidéo, en général, elle suit un peu le pattern suivant qui est hook, agitate, potentiellement. Ça, on peut le skipper ou pas, mais c'est en gros... voilà le problème, je secoue le problème, pourquoi c'est vraiment un problème. Ensuite, tu dis solution, donc j'ai créé 900 care. Et après, tu vas faire un call to action et après lister les bénéfices. En disant, bah voilà, c'est plus écolo, c'est plus machin, c'est plus truc, nanana, et puis resetter à la fin. Ça, en général, ça marche bien. Et globalement, l'idée, c'est de dire, une fois, donc tu fais cette vidéo, tu sors tes 10 hooks, tu vois celui qui marche le mieux, tu vois, est-ce que la vidéo avec le meilleur hook, elle marche? Et là, tu vas l'analyser et tu te dis, OK, bah, est-ce que derrière, il y a un bon hold? Est-ce qu'il y a une bonne rétention sur la vidéo? Et si c'est pas le cas, bah, c'est là que tu te dis, OK, j'ai un bon hook, mais j'ai pas une bonne rétention. Il va falloir que je retravaille ma vidéo. Et d'ailleurs, là-dessus, un point important, c'est que le hook doit avoir un rapport avec le reste de la vidéo. C'est-à-dire que tu peux faire des très bons hooks. Je sais pas, tu mets une vidéo de Taylor Swift qui se casse la gueule, bah, ce sera un très bon hook parce que les gens, ça va les interpréter. Et c'est pour ça que j'ai créé 900 care. Voilà, le truc marche pas. Donc là, tu auras un très bon hook et ensuite rétention dégueulasse. Et non, mais tu vois, ça a l'air con parce que, par exemple, on avait des idées de hook où on roulait sur des gels douche avec une voiture. Et ça, c'est... Avec un monster truck. Voilà. Et c'est limite, tu vois. Et ça, c'est sûr que le hook était très bon. Sauf qu'après, les gens, ils droppaient parce que ça a juste fait marrer de voir un truc qui roule sur du gel douche, mais ils n'avaient pas du tout envie de voir. Et puis même le message, tu as démarré une bagnole avec de l'essence, mais elle est électrique. Ouais, c'est ça. Ok, super intéressant. Moi, j'ai fait le meilleur hook que je pouvais, en tout cas, que je pouvais en tester qu'un pour l'introduction de cette vidéo. Donc, si les gens sont encore là, c'est qu'on n'est pas trop mauvais. Malgré tout, alors j'ai pas de CTA à la fin, mais j'ai un dernier sujet que je veux voir avec toi. C'est ton choix Sista, comme tu le sais. Comme tu le sais, ce palmarès FT 120, Next 40, il est très masculin. Pour féminiser le palmarès à notre manière, on demande à tous les invités issus de ces palmarès de choisir une femme entrepreneur qu'ils admirent, pas à qui ils veulent donner juste un coup de pouce, non, qu'ils admirent. Et donc toi, ton choix se porte sur Colline de Joe. Juste et honnête, oui. Une marque de protection périodique qui est aussi vendue par abonnement. Ça a été quelqu'un avec qui j'ai pas mal tapé la balle parce qu'on avait des modèles assez similaires. JHO, ouais, juste et honnête. Et on a beaucoup tapé la balle ensemble parce que et on s'appelle régulièrement pour se demander des conseils, etc. Je trouve que c'est fantastique ce qu'elle fait, en ayant levé beaucoup moins que nous. Elle a un peu levé, mais aujourd'hui, je crois qu'elle est rentable. Donc, beaucoup de respect pour ça et surtout une super mission sur un marché qui est aussi absurde, quoi. Enfin, moi, j'ai découvert avec un mec, mais où je fais pas mal de parallèles avec ton aventure. J'imagine que tu l'as fait aussi. Quand tu me parlais de Brut, la vidéo Brut, etc., j'imagine que tu vois de qui je veux parler, de Cyril Neves. Oui. Petit bidon. Ouais. Je sais pas si on vous compare beaucoup, si vous connaissez. On se connaît parce qu'en fait, on est de la même promo. Enfin, on a le même âge. On s'est jamais croisés, mais du coup, on a des potes en commun. Donc, on s'était jamais croisés à l'école ou quoi. Donc, on a fini par se rencontrer. Super mec. Donc lui, c'était la lessive. Ouais. Ouais, non, c'est trop bien. En fait, moi, je suis quand même très content. Enfin, c'était l'objet de ma carte blanche de dire il faut qu'il y ait plus de gens qui fassent de l'entrepreneuriat à impact. Pour le coup, lui, c'était un des premiers à le faire en France.
Donc, très, très gros respect pour lui. Même si je devais mettre un bémol, c'est vrai que les petits bidons, ça reste de l'eau, ça reste 50% d'eau. Donc, voilà, nous, on a lancé une lessive qui est juste une pastille sans microfilm plastique autour. Voilà, donc on pense que c'est peut-être encore mieux, mais en tout cas, non, c'est sûr que lui, ça a été aussi une inspiration. Ouais. La question que tu veux poser à Colline, je te propose, c'est Colline, hein? Ouais. Je te propose de t'adresser directement à elle dans le micro, la caméra, et on lui diffusera ta question. Non, je pense, Colline, comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de femmes entrepreneurs à impact? Voilà, c'est quoi tes conseils? Écoute, on attend avec impatience sa réponse. Un immense merci à toi, Aymeric. Merci beaucoup, Thomas. Tu m'avais promis des réponses sans bullshit. Voilà. Moi, je suis régalé. Ok. Et bravo pour faire ton entrée dans mon top 3 des Thomas. Écoute, mon objectif, c'est être number one du classement, donc ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Il va y avoir de la compète. Ça va prendre un peu de temps. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Et merci à vous tous de nous suivre, toujours plus nombreux. Si vous n'êtes pas abonnés, si vous nous écoutez encore sur vos plateformes podcast préférées, sachez qu'on a aussi maintenant la chaîne YouTube, Feuille Blanche Média. Ouais, CTA. Et exactement, CTA. Et c'est à vous de vous abonner maintenant. Merci à tous. Feuille blanche. 40 nuances de Next.